Quand le milliardaire endeuillé Nicolas Dubois engage Adeline Moreau, il s'attend à une nouvelle tentative infructueuse pour apporter de la stabilité à son fils muet. Mais un sourire et une mélodie vont tout changer. Le soleil brillait de 1000 feux sur la vaste propriété des Dubois, dans les environs de Paris, tandis que Nicolas Dubois regardait par la fenêtre de son bureau. À 42 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Une entreprise technologique florissante valant des milliards d'euros, un manoir offrant des vues imprenables sur la campagne environnante et tout le luxe imaginable. Mais la seule chose qu'il ne pouvait acquérir était la voix de son fils. Nicolas passa une main dans ses cheveux sombres, striés de mèches grises prématurées. Le stress des 2 dernières années l'avait vieilli au-delà de son âge. Ses yeux se posèrent sur une photo encadrée d'argent sur son bureau. Une femme souriante aux yeux bienveillants et un petit garçon riant dans ses bras, Hélène et Émile. Avant que tout ne change. L'interphone de son bureau bourdonna. « Monsieur Dubois, l'agence a appelé. La nouvelle gouvernante devrait arriver dans l'heure. »« Merci, Madame Dupont, » répondit Nicolas à son assistante. Il n'avait pas voulu embaucher quelqu'un de nouveau. Les 3 dernières gouvernantes avaient démissionné en quelques semaines, incapables de gérer le silence qui emplissait chaque pièce du manoir, ou pire, incapables de gérer les crises occasionnelles d'Émile, lorsque sa frustration devenait trop forte. Mais Madame Dupont, qui était à ses côtés depuis avant la mort d'Hélène, avait insisté. « Vous avez besoin d'aide, Monsieur Dubois. Cette maison est trop grande, et Émile a besoin de régularité lorsque vous êtes en déplacement professionnel. » Nicolas ne pouvait pas contredire cela. Depuis l'accident de voiture d'Hélène il y a 2 ans, Émile n'avait pas prononcé un seul mot. Le diagnostic était tombé 3 mois plus tard. Mutisme sélectif, déclenché par un traumatisme. Les psychologues disaient qu'Émile n'était pas incapable de parler. Il ne le voulait simplement pas. Nicolas avait fait venir les meilleurs spécialistes que l'argent pouvait acheter. Des thérapeutes dont les listes d'attente s'étendaient sur des années venaient à domicile. Des neurologues effectuaient des tests. Des experts en comportement élaboraient des plans de traitement. Rien n'avait fonctionné. Finalement, Nicolas s'y était résigné. Le silence, l'immobilité, la façon dont sa maison, autrefois vibrante, était devenue un mausolée de chagrin. Il regarda sa montre. La nouvelle gouvernante serait bientôt là. Il avait examiné son dossier. Adeline Moreau, 27 ans, ancienne éducatrice de jeunes enfants. Bonne référence. Aucun signe avant-coureur. Juste une personne de plus qui partirait probablement dans un mois. Adeline Moreau leva les yeux vers les grilles en fer forgé du domaine des Dubois avec un mélange d'admiration et d'anxiété. Le chauffeur de taxi avait sifflé en lui donnant l'adresse. « C'est la haute sphère de la technologie, là-haut, ma petite », avait-il dit. « Bonne chance. » Maintenant, alors que les grilles s'ouvraient après qu'elle ait donné son nom à l'interphone, Adeline prit une profonde inspiration. Ce travail était exactement ce dont elle avait besoin. Un nouveau départ, loin des chuchotements et des regards dans sa ville de province. Loin de la poursuite judiciaire qui avait détruit sa carrière d'enseignante. Elle ajusta sa simple robe bleu marine et tira sa valise le long de l'allée. Adeline s'attendait à être accueillie par un membre du personnel, mais elle se retrouva face à face avec Nicolas Dubois lui-même. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec de larges épaules et une expression sévère qui correspondait à toutes les photos de magazines qu'elle avait vues de ce milliardaire reclus. Ses yeux, d'un bleu saisissant, l'évaluèrent rapidement. « Mademoiselle Moreau ?» Sa voix était grave mais calme, comme si lui aussi s'était habitué au silence de sa maison. « Oui, Monsieur Dubois, enchanté de vous rencontrer. » Elle lui tendit la main qu'il serra brièvement. « Veuillez entrer. Madame Dupont devrait normalement vous faire visiter, mais elle a dû partir plus tôt aujourd'hui. » Il s'écarta, la laissant pénétrer dans le vaste hall en marbre. L'intérieur du manoir était encore plus impressionnant que l'extérieur, des plafonds vertigineux, des œuvres d'art dignes d'un musée et des fenêtres qui mettaient en valeur le magnifique panorama des Yvelines. Mais malgré sa grandeur, Adeline sentit immédiatement qu'il manquait quelque chose, de la chaleur. « Vos références étaient excellentes, » dit Nicolas en la guidant à travers le rez-de-chaussée. « Je dois vous avertir que ce poste a été difficile pour d'autres. » Adeline acquiesça. « À cause de votre fils ? On m'a dit qu'il souffrait de mutisme sélectif. » Le pas de Nicolas hésita légèrement. « Oui, Émile a 6 ans. Il n'a pas parlé depuis plus de 2 ans, depuis le décès de sa mère. Je suis sincèrement désolé pour votre perte, » dit Adeline doucement. Nicolas ne répondit pas à sa sympathie. Au lieu de cela, il continua de marcher, désignant les pièces avec une efficacité clinique. « Cuisine, salle à manger, bibliothèque, mon bureau, qui est privé. L'aile abrite les quartiers du personnel, y compris votre suite. »
Adeline essaya d'assimiler tout cela, mais son esprit revenait sans cesse au petit garçon qu'elle n'avait pas encore rencontré. En tant qu'enseignante, elle avait travaillé avec des enfants confrontés à divers défis. L'un de ses élèves souffrait de mutisme sélectif. Elle se souvenait de la patience qu'il avait fallu pour créer un espace sûr pour lui. « Quand vais-je rencontrer Émile » demanda-t-elle finalement. Nicolas consulta sa montre. Il devrait terminer sa séance avec le docteur Léger. Je vous le présenterai après. Comme à l'attendre, une porte s'ouvrit au bout du couloir, et une femme en tailleur ajusté apparut, portant une mallette. Elle parla tranquillement à Nicolas, pendant qu'Adeline attendait à une distance respectueuse. « Aucun changement », entendit Adeline dire la femme, « mais ces choses prennent du temps. » Nicolas hocha la tête avec raideur, sa mâchoire tendue. Une fois le docteur parti, il se tourna vers Adeline. « Émile est dans la salle de jeu. Je vais vous le présenter maintenant. » La salle de jeu était le rêve d'un enfant, remplie de tous les jouets imaginables, de livres, de matériel artistique et d'un petit mur d'escalade. Mais la pièce semblait intouchée, comme si les jouets n'étaient que décoratifs. Dans un coin, un petit garçon était assis en tailleur sur le sol, arrangeant des blocs colorés en lignes parfaites. Ses cheveux foncés étaient soigneusement peignés, et il portait une chemise boutonnée et un pantalon de toile qui le faisait ressembler à un homme d'affaires miniature. « Émile » dit Nicolas doucement, « il y a quelqu'un que j'aimerais que tu rencontres. » Le garçon ne leva pas les yeux. Ses petites mains continuaient de trier méthodiquement les blocs par couleur. Nicolas soupira. « Voici mademoiselle Moreau, elle va nous aider dans la maison. » Adeline s'agenouilla à quelques mètres d'Émile, ne voulant pas l'envahir. « Bonjour Émile, tu peux m'appeler Adeline. Tu as de très beaux blocs là. » Les mains d'Émile s'arrêtèrent juste un instant, mais il ne leva toujours pas les yeux. « Mademoiselle Moreau préparera tes repas et t'aidera avec ta routine » expliqua Nicolas, sa voix s'adoucissant lorsqu'il parlait à son fils, tout comme Madame Fournier le faisait. Adeline remarqua comment Nicolas parlait normalement à Émile, et non avec la voix aiguë que certains adultes utilisaient avec les enfants. Elle apprécia cela. Elle remarqua également la tension dans les épaules du père, la manière prudente avec laquelle il observait son fils pour la moindre réaction. Après quelques instants de silence supplémentaire, Nicolas se redressa. « Je vous laisse faire connaissance. Le dîner est à 18h. Émile prend généralement des aiguillettes de poulet, des carottes vapeur et des quartiers de pommes. Le menu est sur le réfrigérateur. » Sur ce, il partit, ses pas résonnant dans la maison silencieuse. Adeline resta où elle était, observant Émile. Elle n'essaya pas de forcer l'interaction ni de remplir le silence de bavardages nerveux. Au lieu de cela, elle resta simplement assise à proximité, commentant occasionnellement ses motifs de bloc. « J'aime la façon dont tu as organisé les couleurs. C'est très réfléchi. » Après environ 20 minutes, elle se leva. « Je vais aller déballer mes affaires, Émile. Ensuite, je commencerai à préparer le dîner. Tu es le bienvenu si tu veux venir dans la cuisine, mais c'est aussi bien si tu préfères rester ici. » Alors qu'elle se tournait pour partir, elle sentit une légère traction sur sa robe. Émile se tenait à ses côtés, ses yeux bleus foncés, si semblables à ceux de son père, levant les yeux vers son visage pour la première fois. Il ne sourit pas et ne parla pas, mais il ne se retira pas lorsqu'elle posa doucement sa main sur son épaule. « Aimerais-tu me montrer où se trouve la cuisine ?» demanda-t-elle. Émile se retourna et se dirigea vers la porte, puis marqua une pause, l'attendant pour la suivre. Nicolas se retira dans son bureau, desserrant sa cravate en fermant la porte derrière lui. Rencontrer de nouveaux employés était toujours épuisant. Il avait appris à garder ses attentes basses, surtout en ce qui concernait Émile. Il ouvrit son calendrier sur son ordinateur. 3 visioconférences demain, puis un vol pour Paris jeudi pour des réunions qui ne pouvaient pas être gérées à distance. Il devrait informer mademoiselle Moreau de ce voyage. Sa mère viendrait rester avec Émile pendant son absence, comme elle le faisait toujours. La pensée le fit grimacer. Éléonore Dubois était bien intentionnée, mais son approche de la condition d'Émile était complètement erronée. Elle le traitait comme s'il était délibérément difficile, le poussant constamment à juste essayer de parler. Le téléphone de Nicolas vibra avec un SMS de sa mère. « Comment va la nouvelle aide? Tiendra-t-elle plus longtemps que la précédente ?» Il ne prit pas la peine de répondre. Au lieu de cela, il rouvrit la candidature de mademoiselle Moreau. Adeline Moreau avait des références impressionnantes pour une gouvernante. Un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, 5 ans d'expérience dans l'enseignement. Alors pourquoi travaillait-elle comme employée de maison? L'agence d'emploi l'avait assuré que mademoiselle Moreau était hautement recommandée, malgré un changement de carrière sur lequel il restait vague. Peut-être aurait-il dû creuser davantage, mais à ce stade, il était désespéré de trouver quelqu'un qui puisse gérer le silence de sa maison sans le remplir de bavardages inutiles ou, pire, de pitié.
Quelques heures plus tard, Nicolas sortit de son bureau et trouva la maison imprégnée d'une odeur délicieuse. Il suivit l'arôme jusqu'à la cuisine, où il s'arrêta net sur le pas de la porte. Émile était assis sur l'îlot de cuisine, regardant Adeline préparer le dîner. Plus étonnamment, il était attentif. Ses yeux suivaient ses mouvements tandis qu'elle parlait doucement en travaillant. « Et puis, on ajoute juste un petit peu de miel aux carottes, » disait-elle. « Ma grand-mère m'a appris cette astuce. Ça les rend encore plus savoureuses. » Nicolas s'éclaircit la gorge, et Adeline leva les yeux avec un sourire chaleureux. « Le dîner sera prêt dans 5 minutes, monsieur Dubois. Émile m'a tenu compagnie. » Nicolas jeta un coup d'œil à son fils qui regardait maintenant ses mains. « C'est inhabituel. Il reste généralement dans sa chambre jusqu'à ce que le dîner soit servi. » Le sourire d'Adeline ne faiblit pas. « Nous avons passé un bon moment à faire connaissance, n'est-ce pas, Émile ?» Émile ne répondit pas, mais il ne partit pas non plus, ce que Nicolas trouva remarquable. « J'ai préparé du poulet pour Émile comme vous l'avez demandé, » continua Adeline. « Et j'ai fait un poulet rôti aux herbes, avec une salade de quinoa pour vous, si cela vous convient. J'ai remarqué des herbes fraîches dans le jardin, et j'ai pensé qu'il ne fallait pas les gaspiller. »« C'est parfait, » répondit Nicolas, surpris. Les gouvernantes précédentes s'étaient tenues rigidement au plan de repas créé par Madame Dupont. « Vous cuisinez aussi ?»« J'aime ça, » dit simplement Adeline. « Ma mère disait toujours qu'une maison ne se sent pas comme un foyer sans bonne nourriture. » Quelque chose dans son ton, chaleureux, sans prétention, fit réfléchir Nicolas. Il n'y avait pas de gaieté artificielle, pas de précautions prises autour de l'état d'Émile. Juste une aisance naturelle qui semblait déplacée dans sa maison stérile. Le dîner fut une affaire tranquille, mais pas inconfortable. Nicolas se retrouva à observer Adeline interagir avec Émile. Elle ne forçait pas la conversation, mais lui parlait normalement de sa journée, posant des questions simples qui ne nécessitaient pas de réponse verbale. « Tu aimes les carottes au miel ?» demanda-t-elle à Émile, qui hocha légèrement la tête. Une autre surprise. Après le dîner, Nicolas se retira de nouveau dans son bureau pendant qu'Adeline s'occupait de la routine du coucher d'Émile. Plus tard, alors qu'il révisait des contrats, on frappa doucement à sa porte. « Entrez » appela-t-il. Adeline entra, l'air légèrement hésitant. « Émile est endormi, monsieur Dubois. Il a pris son bain et nous avons lu une histoire. J'espère que c'était bon. »« Bien sûr, cela fait partie de vos fonctions. » Nicolas posa sa tablette. « Y avait-il autre chose ? J'ai remarqué une guitare dans le salon de musique en explorant la maison tout à l'heure. Quelqu'un en joue ?» La question le prit au dépourvu. « Ma femme en jouait. Hélène était musicienne. » Adeline hocha la tête. « Je vois. Eh bien, je voulais juste vous faire savoir que tout s'est bien passé aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose de spécial que je devrais savoir sur la routine de demain ?» Nicolas apprécia sa franchise. « J'ai des visioconférences toute la journée demain. Madame Dupont sera là à 8 heures pour m'assister. Émile a des cours avec Monsieur Martin à 10 heures. Sinon, le programme habituel est sur le réfrigérateur. Parfait. Alors, je vous souhaite une bonne nuit. » Elle se tourna pour partir, puis marqua une pause. « Monsieur Dubois ? Merci pour cette opportunité. Je sais que d'avoir quelqu'un de nouveau chez soi n'est pas facile. » Avant que Nicolas ne puisse répondre, elle était partie, refermant doucement la porte derrière elle. Il se laissa tomber sur sa chaise, perplexe face à cette interaction. Il y avait quelque chose de différent chez Adeline Moreau, une authenticité qui se distinguait dans un monde où la plupart des gens voulaient quelque chose de lui, ou le traitaient avec une déférence prudente en raison de sa richesse. Et Émile avait réagi à elle. Pas de manière spectaculaire, mais ses petits hochements de tête, la façon dont il l'avait suivi jusqu'à la cuisine, c'était plus d'interaction qu'il n'en avait montré avec n'importe quelle gouvernante précédente. Nicolas tenta de tempérer son espoir. Il avait appris à ses dépens que les progrès avec Émile se faisaient par étapes microscopiques, souvent suivies de régressions déchirantes. Pourtant, alors qu'il se préparait à se coucher ce soir-là, il se surprit à penser à la question d'Adeline sur la guitare. Personne n'avait touché la guitare d'Hélène depuis sa mort. Peut-être était-il temps de rouvrir le salon de musique. Adeline s'installa dans sa suite de l'aile est du manoir. L'espace était plus grand que tout son appartement en province. Une chambre avec un très grand lit, un coin salon avec des meubles moelleux et une salle de bain avec une douche et une baignoire séparées. Elle déballa ses modestes affaires, arrangeant des photos sur la commode. L'une la montrait avec sa sœur Chloé, toutes deux riant lors d'un barbecue familial. Une autre était de sa classe d'école maternelle il y a 2 ans, avant que tout ne s'effondre. Alors qu'elle se préparait à dormir, le téléphone d'Adeline sonna avec un SMS de Chloé. « Comment va le manoir? Tu as rencontré le milliardaire? Il est aussi canon que sur ses photos ?» Adeline leva les yeux au ciel, mais sourit en répondant. « Oui, je l'ai rencontré.
La maison est belle mais triste. Le petit garçon n'a pas parlé depuis 2 ans. La réponse de Chloé arriva rapidement. C'est horrible, pauvre gamin. Mais comment va le père? Le magazine Gala l'avait mis dans sa liste des célibataires les plus en vue l'année dernière. C'est mon patron, Chloé. Et il est en deuil. Ne sois pas déplacé. Je dis juste que ça pourrait être un joli bonus à travailler dans un manoir. Adeline ne daigna pas répondre. Au lieu de cela, elle envoya « Je dois dormir. Grosse journée demain. Je t'aime. » Elle posa son téléphone et se glissa dans le lit luxueux, l'esprit occupé par Émile. Il y avait eu un moment aujourd'hui, alors qu'ils étaient dans la cuisine, où elle avait cru qu'il allait parler. Il avait ouvert la bouche, puis il avait refermé, ses yeux fuyants. Sa formation lui avait appris que les enfants atteints de mutisme sélectif avaient besoin de patience avant tout. Pas de pression, pas d'attente, juste une sécurité et une acceptation constante. Les pensées d'Adeline dérivèrent vers Nicolas. Son chagrin était palpable, comme une présence supplémentaire dans la maison. Elle le reconnaissait car elle avait porté son propre chagrin pendant la dernière année, non pas pour une personne, mais pour sa carrière, sa confiance, sa foi en elle-même. La poursuite judiciaire l'avait prise au dépourvu, des parents qui prétendaient qu'elle avait été négligente lorsque leur fils s'était blessé sur le terrain de jeu. La direction de l'école avait préféré transiger plutôt que de se battre, malgré les preuves qu'elle avait suivi tous les protocoles, les chuchotements des collègues, les articles de presse qui la dépeignaient comme incompétente. Elle avait quitté l'enseignement parce qu'elle ne se faisait plus confiance avec les enfants. Et la voici, de nouveau responsable d'un enfant vulnérable. Alors que le sommeil commençait à la gagner, Adeline se fit une promesse. Elle serait prudente, professionnelle. Elle ne s'attacherait pas trop à Émile ou à son père. Ce travail n'était qu'un tremplin, un moyen de reconstruire ses économies et sa confiance avant de savoir quoi faire ensuite. Mais quelque part au fond d'elle, elle savait que ce ne serait peut-être pas si simple. Le 3e jour d'Adeline au domaine des Dubois, elle fit une découverte. Nicolas était parti tôt pour des réunions en ville. Émile avait terminé ses leçons avec le précepteur qui rapporta à Adeline que le garçon avait été attentif mais peu communicatif, comme d'habitude. Après le déjeuner, pendant qu'Émile avait un temps calme dans sa chambre, Adeline décida d'explorer davantage le manoir. Elle s'était déjà familiarisée avec les principales pièces de vie, mais il y avait des pièces où elle n'était pas encore entrée. Une porte au bout du couloir ouest était déverrouillée. Quand Adeline la poussa, elle se retrouva dans une magnifique pièce avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin. Un piano à queue se tenait dans un coin, et le long des murs se trouvaient des vitrines contenant divers instruments, des flûtes, des violons et une magnifique guitare acoustique. La pièce avait l'atmosphère d'un espace qui avait autrefois été très utilisé, mais qui était maintenant préservé comme une exposition de musée. Il n'y avait pas de poussière, le service de nettoyage y veillait, mais il y avait une immobilité qui parlait d'absence. Adeline était sur le point de partir lorsqu'elle entendit un petit bruit derrière elle. En se retournant, elle vit Émile debout dans l'embrasure de la porte, la regardant avec ses yeux bleus solennels. « Bonjour Émile », dit-elle avec un sourire. « J'explorais juste. C'est le salon de musique. » Émile passa devant elle et se dirigea directement vers la vitrine contenant la guitare. Il resta devant, à la fixer. « Ta maman en jouait ?» demanda Adeline doucement. À sa surprise, Émile hocha la tête. Puis, encore plus étonnamment, il montra la vitrine du doigt, puis elle. « Tu veux que je l'ouvre » demanda Adeline. Un autre hochement de tête. Adeline hésita. Nicolas n'avait pas spécifiquement dit que le salon de musique était interdit, mais étant donné son lien avec sa défunte épouse, elle n'était pas sûre de devoir déranger quoi que ce soit. Mais Émile la regardait avec attente, la plus grande animation qu'elle ait vue de lui jusqu'à présent. « D'accord, décida-t-elle. Regardons ça. » Elle ouvrit délicatement la vitrine et en sortit la guitare. C'était un bel instrument, clairement coûteux. Elle la porta vers un petit canapé au centre de la pièce et s'assit. « Tu veux la voir » demanda-t-elle à Émile. Il s'approcha, ses yeux fixés sur la guitare. Lentement, il tendit la main et pinça une des cordes. La note résonna dans la pièce silencieuse. Adeline sourit. « C'est la corde de Ré. Tu veux en essayer une autre » Émile pinça une autre corde, puis une autre. Son visage resta sérieux, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une étincelle d'intérêt. « Ta maman devait être très talentueuse, » dit Adeline. « Mon papa jouait de la guitare aussi. Il m'a appris un peu quand j'avais ton âge. » Elle positionna la guitare sur ses genoux et gratta un accord simple. Le son sembla remplir la pièce de vie. Émile s'assit à côté d'elle, observant ses doigts sur les cordes. Adeline joua quelques accords de plus, puis une mélodie simple. Elle n'était pas particulièrement douée,
mais elle pouvait gérer des chansons basiques. Sans trop y penser, elle commença à faire du beatbox doucement en même temps qu'elle jouait, une habitude qu'elle avait prise il y a des années en enseignant la musique à ses élèves de maternelle. C'était ridicule, surtout dans cette pièce élégante, mais le son inattendu fit qu'Émile leva les yeux vers son visage. Et puis, un miracle, le coin de sa bouche se souleva. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Encouragée, Adeline continua, ajoutant des sons de beatbox plus élaborés à son jeu simple. Le contraste était absurde, elle faisant des bruits farfelus dans ce salon de musique sophistiqué, mais cela semblait juste. Cette fois, Émile sourit définitivement. C'était petit et bref, mais indéniable. Le cœur d'Adeline s'envola, mais elle garda sa réaction discrète, ne voulant pas en faire toute une histoire et risquer de le faire se retirer. Au lieu de cela, elle dit simplement « Tu veux essayer ?» Elle tendit la guitare. Après un moment d'hésitation, Émile la prit, luttant un peu avec sa taille. Adeline l'aida à la positionner et guida ses petits doigts vers les cordes. « Pince juste n'importe quelle corde que tu veux », l'encouragea-t-elle. Il n'y a pas de mauvaise façon d'explorer la musique. Pendant les 20 minutes suivantes, ils restèrent assis ensemble dans le salon de musique, Émile expérimentant la guitare, tandis qu'Adeline ajoutait occasionnellement ses sons de beatbox qui produisaient invariablement ce soupçon de sourire. Aucun d'eux ne remarqua Nicolas debout dans l'embrasure de la porte, sa serviette toujours à la main, étant rentré plus tôt de ses réunions. Il observa en silence stupéfait son fils silencieux et renfermé, sourire pour la première fois en 2 ans. Et ce n'était pas la guitare qui l'avait fait, c'était la femme à ses côtés, avec son beatbox ridicule et sa douce patience. Quelque chose en elle avait touché Émile d'une manière que tous les spécialistes coûteux n'avaient pas réussi à faire. Nicolas recula discrètement de la porte, ne voulant pas interrompre ce moment. Son cœur battait avec un mélange d'espoir et de quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Peut-être, juste peut-être, qu'Adeline Moreau était exactement ce dont ils avaient besoin. Le soir même, Nicolas était dans son bureau, incapable de se concentrer sur son travail. L'image d'Émile souriant ne cessait de repasser dans son esprit. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas vu son fils manifester la moindre émotion. Les spécialistes l'avaient prévenu que le mutisme sélectif prolongé pouvait entraîner une apathie émotionnelle, un mécanisme de défense pour éviter la pression de la parole. Mais aujourd'hui, dans cette salle de musique avec Alix, Émile avait souri. Nicolas ferma son ordinateur portable et s'adossa à sa chaise. Il devrait être ravi, et une partie de lui l'était. Mais une autre partie ressentait quelque chose d'inattendu, de la jalousie. Ce n'était pas lui qui avait fait apparaître ce sourire sur le visage de son fils, c'était une femme qui n'était dans leur vie que depuis 3 jours. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », appela-t-il. Alix entra avec une tasse de thé. « Je me suis dit que vous aimeriez peut-être ceci. Vous avez travaillé tard. » Le geste le prit au dépourvu. « Merci, Madame Dubois. C'est attentionné. Ça, s'il vous plaît, appelez-moi Alix. » Elle posa le thé sur son bureau. « J'espère que ça ne vous dérange pas, mais Émile et moi avons passé du temps dans la salle de musique aujourd'hui. » Nicolas hocha la tête, sans révéler qu'il les avait vus. « J'ai remarqué que la guitare avait été déplacée. Je suis désolé si j'ai été trop entreprenante. » Émile semblait intéressé et je me suis dit « C'est bien », l'interrompit Nicolas. Hannah aurait voulu que les instruments soient utilisés, pas seulement exposés. Alix sembla se détendre légèrement. Émile a une bonne oreille pour le rythme, il était très engagé. Nicolas prit une gorgée du thé, camomille au miel, exactement comme il l'aimait, bien qu'il ne se souvienne pas de le lui avoir dit. Vous avez un don avec lui, il semble à l'aise avec vous. Les enfants réagissent généralement bien quand ils ne se sentent pas sous pression, dit Alix. Parfois, être simplement présent avec eux, les accepter exactement tels qu'ils sont, est tout ce dont ils ont besoin. Les spécialistes ont dit la même chose, admit Nicolas. C'est plus facile à dire qu'à faire. Les yeux d'Alix s'adoucirent d'une compréhension. Cela doit être incroyablement difficile, vouloir tant l'aider et ne pas savoir comment. Il n'y avait aucune pitié dans sa voix, juste une empathie sincère. Nicolas se retrouva à vouloir se confier à elle, ce qui était inhabituel. Il discutait rarement de l'état d'Émile avec quiconque en dehors des professionnels de la santé. Après la mort d'Anne, se surprit-il à dire, j'ai pensé que je pourrais arranger ça. C'est ce que je fais. Je résous les problèmes. Mais ça, il fit un geste vague. Je ne peux pas arranger ça. On ne peut pas réparer le chagrin, dit Alix doucement. On ne peut que le traverser. Émile trouve son chemin tout comme vous. Nicolas la fixa, frappé par sa perspicacité. On dirait que vous parlez d'expérience. Une ombre traversa son visage.
J'ai eu mes propres pertes, différentes des vôtres, mais oui. Avant qu'il ne puisse en demander plus, elle se redressa. Je devrais vous laisser reprendre votre travail. Émile dort. Il a pris son bain et écouté son histoire. Bonne nuit, monsieur de Valois. Nicolas, la corrigea-t-il. Si je vous appelle Alix, vous devriez m'appeler Nicolas. Elle sourit et un instant, il fut frappé par sa beauté quand elle souriait. Bonne nuit, Nicolas. Après son départ, Nicolas s'assit avec son thé, repensant à leur conversation. Il y avait plus chez Alix Dubois qu'il ne l'avait supposé initialement. Quelle perte avait-elle subie? Pourquoi une enseignante talentueuse avait-elle fini par travailler comme personnel de maison? Son téléphone vibra, affichant un SMS de sa mère. « Rappelle que je serai là jeudi quand tu partiras pour Paris. La nouvelle fille est-elle à la hauteur ou dois-je commencer à chercher des remplaçantes ?» Nicolas soupira. Sa mère n'avait jamais approuvé son tourniquet de personnel de maison, comme elle l'appelait. Elle croyait qu'Émile avait besoin de sa famille, pas d'étrangers. Plus précisément, elle croyait qu'il avait besoin d'elle, sa grand-mère, pour prendre les choses en main. « Elle s'appelle Alix », répondit-il par SMS. « Et oui, elle fait très bien l'affaire. Plus que bien, en fait. » Mais il n'était pas encore prêt à partager le sourire d'Émile avec qui que ce soit, pas même sa mère. Ce moment semblait fragile, précieux, comme une bulle de savon qui pourrait éclater si on l'examinait de trop près. Le lendemain matin, Nicolas retarda son départ pour le bureau, s'attardant au petit déjeuner. Émile était assis à table, mangeant méthodiquement son gruau d'avoine avec des myrtilles arrangées en cercle parfait. Alix se déplaçait efficacement dans la cuisine, préparant le déjeuner d'Émile pour sa séance avec son professeur particulier. « J'ai préparé ton pull bleu pour après tes leçons, Émile, » dit-elle. « Il fait un peu plus frais aujourd'hui. Nous pourrions aller nous promener dans le jardin si tu veux. » Émile hocha la tête, ses yeux suivant ses mouvements. Nicolas les regardait, frappé par la façon dont Alix parlait à Émile, ni en le prenant de haut comme un bébé, ni avec une gaieté forcée, mais avec un simple respect, et Émile y répondait à sa manière silencieuse. « Alix, » dit Nicolas, posant son café, « je pars pour Paris demain. Je serai absent 3 jours. Ma mère restera ici avec Émile. » Alix leva les yeux. « Je vois. Devrais-je l'assister dans les soins d'Émile ?»« Non, elle. » Nicolas hésita. « Ma mère préfère gérer les choses à sa manière, mais vous continuerez vos tâches ménagères. » Quelque chose passa dans les yeux d'Alix. De la compréhension, peut-être. Bien sûr. Ma mère peut être particulière, ajouta Nicolas, ressentant un besoin inattendu de la préparer. Elle veut bien faire. Alix sourit. Je suis sûr que nous nous entendrons bien. Ne vous inquiétez pas pour ce qui se passe ici. Concentrez-vous simplement sur vos réunions. Mais Nicolas s'inquiétait. Sa mère avait fait fuir plus d'un membre du personnel avec ses exigences rigoureuses et ses convictions fermes sur la manière d'élever Émile. Éléonore de Valois était aimante mais contrôlante, une combinaison qui avait été un défi même du vivant d'Anne. Après le petit déjeuner, Nicolas s'agenouilla à côté de la chaise d'Émile. « Je dois aller travailler maintenant, mon grand. Je te vois au dîner. » Émile le regarda avec ses yeux bleus solennels, les yeux d'Anne, et hocha la tête. Nicolas résista à l'envie d'en demander plus, de supplier pour un mot, un sourire, n'importe quoi. Au lieu de cela, il serra doucement l'épaule de son fils et se leva. « Je vais vous raccompagner, » dit Alix, le suivant jusqu'à la porte. Dans le hall, Nicolas se tourna vers elle. « S'il y a le moindre problème pendant que je suis à Paris, appelez-moi directement. Pas mon assistante, pas ma mère. Moi. » Il lui tendit une carte de visite avec son numéro de portable personnel écrit au dos. Alix prit la carte, leurs doigts se frôlant un instant. « Je le ferai. Mais je suis sûr que tout ira bien. » Nicolas se surprit à étudier son visage, le brin chaleureux de ses yeux, la courbe de sa joue, la façon dont ses tresses étaient arrangées en un chignon soigné à la nuque. Elle était charmante d'une manière simple, sans aucun des artifices si courants chez les femmes de son cercle mondain. « Merci, » dit-il, soudainement mal à l'aise. « Pour hier, pour la salle de musique, c'était significatif. » Son sourire était chaleureux. Émile est un enfant extraordinaire. C'est un privilège de passer du temps avec lui. Tandis que Nicolas conduisait vers son bureau, il se sentait plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des mois. Pour la première fois depuis la mort d'Anne, il sentait que peut-être, juste peut-être, les choses s'amélioreraient. Éléonore de Valois arriva le lendemain matin comme un ouragan parfaitement ajusté. À 68 ans, c'était une femme frappante avec des cheveux argentés, coupés en carrés coûteux, un maquillage impeccable et le genre de posture qui venait d'une vie entière de leçons de danse et d'attente sociale. « Nicolas, mon chéri, » dit-elle, lui faisant la bise sur les 2 joues, « tu as l'air fatigué. Dors-tu suffisamment ?
Je vais bien, maman, répondit Nicolas, prenant ses bagages de créateur des mains du chauffeur. Merci de rester avec Émile, comme si je laisserais quelqu'un d'autre le faire. Éléonore s'engouffra dans la maison, son regard critique évaluant immédiatement tout. Où est mon petit-fils? Et la nouvelle femme de ménage? Alicia, c'était ça? Alix, corrigea Nicolas. Et Émile prend son petit déjeuner dans la cuisine. Éléonore fit un bruit désapprobateur. Dans la cuisine? Pourquoi pas dans la salle à manger? Parce qu'il aime la cuisine, dit Nicolas, essayant de ne pas laisser paraître son agacement. C'est plus confortable pour lui. Éléonore pinça les lèvres, mais n'argumenta pas davantage. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la cuisine d'un pas déterminé. Émile était assis à l'îlot, mangeant des toasts à la confiture. Alix se tenait à proximité, préparant une salade de fruits. Elle leva les yeux en voyant Éléonore entrer. « Vous devez être Madame de Valois », dit Alix avec un sourire chaleureux. « C'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis Alix Dubois. » Éléonore lui jeta un coup d'œil froid. « Oui, la nouvelle fille. Nicolas vous a mentionné. » Elle tourna son attention vers Émile. « Et voilà mon précieux garçon. Mamie, tu as tellement manqué. » Elle se jeta sur Émile, qui se tendit immédiatement. Éléonore ne sembla pas le remarquer, alors qu'elle lui couvrait le front et les joues de baisers, laissant des marques de rouge à lèvres qu'elle essaya ensuite d'essuyer avec son pouce. « Maman, » dit Nicolas doucement, voyant le malaise d'Émile, « rappelle-toi ce que le docteur Mercier a dit à propos de ne pas le submerger. » Éléonore se redressa, lissant ses cheveux déjà impeccables. Fadaise. L'amour d'une grand-mère n'est jamais submergent. Mais elle recula légèrement. « Alors quel est le programme pour aujourd'hui? As-tu fait tes valises pour ton voyage? As-tu pensé à tes médicaments? » « Tout est réglé, » l'assura Nicolas. « Alix a l'emploi du temps d'Émile, et Madame Leclerc sera disponible si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Éléonore se tourna vers Alix. « Je n'aurai pas besoin d'aide avec mon petit-fils, merci. J'ai élevé Nicolas toute seule après la mort de son père, et il s'en est très bien sorti, comme vous pouvez le voir. » L'expression d'Alix resta agréable. « Bien sûr, je me concentrerai sur mes tâches ménagères. Voudriez-vous du café, Madame de Valois? Ou du thé? Café. Noir, » répondit Éléonore, puis se tourna vers Nicolas. « Quand part votre vol ?» Pendant que Nicolas passait en revue les détails de son voyage avec sa mère, il ne put s'empêcher de remarquer Alix essuyant discrètement les marques de rouge à lèvres du visage d'Émile, avec un chiffon humide, son toucher étant doux. Émile le permit, son corps se détendant alors qu'elle lui chuchotait quelque chose qui le fit presque sourire à nouveau. Un sentiment complexe se tordit dans la poitrine de Nicolas, de la gratitude mêlée d'envie. Avec quelle facilité Alix semblait comprendre son fils, alors que lui-même luttait encore après 2 ans d'efforts. Finalement, il fut temps pour lui de partir. Il serra Émile dans ses bras pour lui dire au revoir, rappela à sa mère la routine d'Émile et remercia Alix à nouveau pour son aide. Alors que son chauffeur s'éloignait de la maison, Nicolas eut la plus étrange des envies de faire demi-tour, d'annuler son voyage et de rester à la maison. Cela n'avait aucun sens. Sa mère était restée avec Émile des dizaines de fois. Tout irait bien. Mais à mesure que l'hôtel particulier disparaissait de sa vue, Nicolas ne put se défaire du sentiment que quelque chose d'important allait se produire pendant son absence. L'atmosphère dans la maison changea radicalement après le départ de Nicolas. Éléonore commença immédiatement à tout réorganiser, déplaçant les activités d'Émile dans la salle à manger formelle, insistant pour qu'il mette des vêtements corrects au lieu de la tenue confortable qu'Alix avait préparée, et planifiant des appels téléphoniques avec des amis pendant ce qui serait normalement le temps calme d'Émile. Alix garda ses distances, se concentrant sur son nettoyage et la préparation des repas, mais elle ne put s'empêcher de remarquer la tension croissante d'Émile. Au déjeuner, ses mains s'agitaient constamment, et il avait ce regard lointain qui précédait souvent ce que Nicolas appelait un repli, quand Émile se retirait tellement en lui-même qu'il devenait complètement insensible. Pendant qu'Éléonore parlait au téléphone en picorant sa salade, Émile repoussa son assiette intacte. « Émile, mon chéri, tu dois manger », dit Éléonore, couvrant le microphone du téléphone. « Les garçons qui grandissent ont besoin d'une bonne alimentation. » Émile fixa ses genoux, ses épaules voûtées. Alix, qui rafraîchissait la carafe d'eau, intervint. « Madame de Valois, peut-être qu'Émile aimerait manger dans la cuisine. Parfois, un changement de décor aide. » Éléonore fronça les sourcils. « Certainement pas. Nous prenons un vrai déjeuner en famille. Émile, tiens-toi droit. Ton père autorise peut-être ses habitudes de se tenir voûté, mais mamie attend mieux. » Alix vit les signes avant-coureurs, la respiration accélérée d'Émile, la façon dont ses mains se serraient et se desserraient. Elle avait vu un comportement similaire dans sa classe chez des enfants submergés. « Madame de Valois », essaya-t-elle à nouveau,
Je pense qu'Émile pourrait avoir besoin d'une pause. Ce dont il a besoin, dit Éléonore fermement, c'est de structure et d'attente. C'est ce qui l'aidera à surmonter cette phase. Mais il était trop tard. Émile glissa soudain de sa chaise et rampa sous la table de la salle à manger, ses mains sur ses oreilles, se balançant légèrement. Éléonore soupira dramatiquement. « Oh, Émile, vraiment, ce comportement est précisément la raison pour laquelle tu ne t'améliores pas. Sors de là tout de suite. » Alix s'agenouilla, établissant un contact visuel avec Émile. Ses yeux étaient grands, remplis de détresse. « C'est bon, » dit-elle doucement. « Tu vas bien, Émile. Voudrais-tu aller dans ton espace calme ?» Émile hocha frénétiquement la tête. « Il doit apprendre à gérer ses émotions, pas à les fuir, » insista Éléonore, debout au-dessus d'eux. « Nicolas le couvre trop. C'est pourquoi il n'a pas parlé depuis 2 ans. » Alix se mordit la langue pour s'empêcher de répondre. Au lieu de cela, elle tendit la main à Émile. « Prenons une pause. Nous pourrons réessayer de déjeuner plus tard. » Émile prit sa main et rampa dessous la table. « C'est précisément pourquoi il a besoin de sa famille, pas de personnel rémunéré, » dit Éléonore, sa voix perçante. « Vous compromettez ses progrès en encourageant ce comportement. » Alix se tourna finalement pour faire face à la femme plus âgée. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame de Valois, Émile montre des signes de surcharge sensorielle. Ses médecins ont recommandé de lui laisser de l'espace lorsque cela se produit. Je suis le protocole établi par votre fils. » Les yeux d'Éléonore se plissèrent. « Je vois que Nicolas vous a rempli la tête de bêtises modernes. De mon temps, les enfants n'avaient pas de surcharge sensorielle. Ils avaient de la discipline. Les temps changent, Madame de Valois. Notre compréhension des besoins des enfants aussi. » Éléonore se redressa de toute sa hauteur. « J'en discuterai avec Nicolas. Je ne suis pas à l'aise avec votre attitude ni avec votre approche des soins de mon petit-fils. »« C'est votre droit, » dit Alix calmement. « En attendant, je vais aider Émile à se calmer. Excusez-nous. » Elle conduisit Émile hors de la salle à manger, sentant le regard d'Éléonore sur son dos. Ce n'était pas la première fois qu'elle tenait tête à un parent ou un grand-parent difficile, mais c'était la première fois qu'elle le faisait dans un emploi où elle pouvait être licenciée sur le champ. Pourtant, elle ne pouvait pas le regretter. Le bien-être d'Émile passait avant tout. Dans sa chambre, Alix aida Émile à s'installer sous sa couverture lestée, un outil recommandé par l'ergothérapeute. Elle mit de la musique instrumentale douce et s'assit à proximité, sans parler, se contentant d'offrir une présence apaisante. Progressivement, la respiration d'Émile ralentit. La tension quitta son petit corps. « Tu te débrouilles très bien, Émile, » dit Alix doucement. « Prendre une pause quand tu en as besoin est intelligent. Ton corps te disait qu'il avait besoin de calme, et tu as écouté. » Émile la regarda avec ses yeux d'un bleu profond, puis tendit lentement la main et lui tapota la sienne, un geste de gratitude qui arracha des larmes aux yeux d'Alix. « De rien, » murmura-t-elle. Ce soir-là, après qu'Émile fut endormi, Éléonore coinça Alix dans la cuisine. « J'ai enquêté sur votre passé, » dit-elle sans préambule. « Vous avez quitté votre poste d'enseignante dans des circonstances douteuses. » Le cœur d'Alix se serra, mais elle garda son expression neutre en chargeant le lave-vaisselle. « J'ai démissionné de mon poste l'année dernière, oui. Après un procès intenté par des parents, alléguant de la négligence, » insista Éléonore. « Un enfant a été blessé sous votre supervision. » Alix ferma le lave-vaisselle et se redressa pour faire face à Éléonore. « Le procès a été réglé par l'académie scolaire. J'ai suivi tous les protocoles appropriés, mais parfois des accidents arrivent. »« Des accidents qui mettent fin à des carrières d'enseignants, » observa Éléonore. « Nicolas le savait-il quand il vous a engagé? L'agence a mon historique d'emploi complet. Je suppose qu'ils lui ont partagé les informations pertinentes. » Le sourire d'Éléonore était froid. « Je doute qu'ils aient insisté sur votre incapacité à assurer la sécurité d'un enfant. Nicolas est tellement désespéré d'obtenir de l'aide avec Émile qu'il n'a pas fait les vérifications nécessaires. » L'accusation piquait, mais Alix refusa de le montrer. « Madame de Valois, je comprends votre préoccupation pour votre petit-fils, mais je vous assure qu'Émile est en sécurité avec moi. »« Vraiment ? Une femme qui n'a pas pu protéger un enfant, maintenant responsable d'un autre, un enfant particulièrement vulnérable ?» Alix prit une profonde inspiration. « Ce qui s'est passé dans mon école a été tragique. Un enfant est tombé d'un équipement de jeu alors que j'aidais un autre élève. J'ai revu ce moment d'innombrables fois, me demandant ce que j'aurais pu faire différemment. » À sa surprise, sa voix ne trembla pas. Peut-être parce qu'après un an d'auto-flagellation, elle avait finalement commencé à accepter qu'elle n'aurait pas pu empêcher l'accident. « J'adorais enseigner, » continua-t-elle. « J'étais douée. Mais le procès, la façon dont il a été géré, les choses qui ont été dites, cela a brisé quelque chose en moi. Je ne pouvais plus retourner dans une classe
sans une peur paralysante de décevoir un autre enfant. Éléonore parut surprise par son honnêteté. Alors pourquoi reprendre un travail de garde d'enfant? Pourquoi Émile? Parce que l'agence m'a appelé avec cette opportunité et j'avais besoin de travailler, dit Alix simplement. Mais depuis que j'ai rencontré Émile, il me rappelle pourquoi je suis devenue enseignante en premier lieu. Des enfants comme lui qui ont besoin que quelqu'un les voie vraiment, qu'on soit patient avec eux. Éléonore l'étudia longuement. Vous tenez déjà à lui. Ce n'était pas une question, mais Alix répondit quand même. Oui, j'y tiens. C'est dangereux, dit Éléonore, mais son ton s'était légèrement adouci. Trop tenir à un enfant qui n'est pas le vôtre. Avec respect, Madame de Valois, je pense que les enfants ont besoin d'autant de personnes qui se soucient d'eux que possible. Surtout les enfants qui souffrent. Éléonore détourna le regard et un bref instant, Alix entrevit la douleur sous l'extérieur contrôlé de la femme plus âgée. La mort d'Anne a détruit Nicolas. Et Émile, il s'est juste refermé. J'ai tout essayé pour le faire revenir. Je sais que vous l'avez fait, dit Alix doucement, parce que vous l'aimez. Bien sûr que oui. Éléonore redressa ses épaules. C'est pourquoi je ne m'excuserai pas d'être protectrice. Si Nicolas ne vérifie pas correctement les personnes qui entourent mon petit-fils, je le ferai. Je comprends, dit Alix, et je ne suis pas offensé par vos questions. Je ferai la même chose à votre place. Éléonore lui lança un regard évaluateur. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous? À quelqu'un de moins formidable. Éléonore prit sa tasse de thé. Je n'approuve toujours pas la façon dont vous minez mon autorité avec Émile. Mais peut-être n'avez-vous pas entièrement tort concernant ses besoins. Venant d'Éléonore, c'était pratiquement une excuse. Alix l'accepta d'un signe de tête. Merci. Et pour ce que ça vaut, je crois que votre présence est importante pour Émile. Il a besoin de sa famille. L'expression d'Éléonore s'adoucit davantage. Oui, eh bien, nous verrons comment se passera demain. Bonne nuit, Madame Dubois. Bonne nuit, Madame de Valois. Alors qu'Éléonore quittait la cuisine, Alix exhala un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. La confrontation s'était mieux passée que prévu, mais l'enquête d'Éléonore sur son passé était préoccupante. Le dirait-elle à Nicolas? Et si oui, comment réagirait-il? Alix repoussa l'inquiétude. Tout ce qu'elle pouvait faire était de continuer à bien faire son travail et d'être là pour Émile. Le reste devrait se débrouiller tout seul. Le lendemain matin apporta une surprise. Lorsqu'Alix entra dans la cuisine pour commencer le petit déjeuner, elle trouva Émile déjà là, assis à l'îlot. Plus surprenant encore, il avait maladroitement la guitare d'Anne posée sur ses genoux. « Bonjour, Émile, » dit Alix, essayant de cacher son choc. « Tu es levé tôt. » Émile pinça une corde puis leva les yeux vers elle, l'air d'attendre. La compréhension arriva. « Tu veux faire de la musique ?» Il hocha la tête. « Avant le petit déjeuner ?» demanda Alix avec un sourire. Un autre hochement de tête, plus emphatique. « Eh bien, je suppose que nous pourrions avoir un petit concert matinal. Votre grand-mère dort encore, je crois. » Alix prit doucement la guitare et l'accorda. Puis elle joua une mélodie simple en fredonnant. Après un instant, elle ajouta ses sons de beatbox, ce qui apporta immédiatement cette touche de sourire désormais familière sur le visage d'Émile. « Ton tour », dit-elle, lui rendant la guitare. Pendant les 15 minutes suivantes, ils se passèrent la guitare à tour de rôle. Alix montrant à Émile comment placer ses doigts pour les notes de base. Ses petites mains luttaient avec l'instrument de taille normale, mais il était déterminé, sa concentration intense. Alix était tellement absorbée par leur leçon de musique impromptue qu'elle ne remarqua pas Éléonore debout dans l'embrasure de la porte avant que la femme plus âgée ne s'éclaircisse la gorge. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Éléonore, sa voix soigneusement neutre. Alix se figea, mais Émile la surprit en se tournant vers sa grand-mère et en levant la guitare avec un regard qui ne pouvait être décrit que comme fier. L'expression d'Éléonore passa de la suspicion à l'émerveillement. « Émile, est-ce que tu joues de la musique ?» Émile hocha la tête, puis pinça une corde comme pour le démontrer. « La guitare d'Anne, » dit Éléonore doucement, entrant dans la cuisine. « Elle serait si heureuse de te voir avec elle. » Quelque chose de remarquable se produisit alors. Le visage d'Émile s'illumina, pas seulement un soupçon de sourire, mais un sourire complet, authentique, qui transforma ses traits solennels. C'était comme si Éléonore lui avait fait le plus grand des cadeaux en mentionnant simplement sa mère. Les yeux d'Éléonore se sont embués de larmes. « Oh, mon doux enfant, tu lui ressembles tellement quand tu souris. » Émile posa délicatement la guitare sur le comptoir, puis fit quelque chose d'encore plus inattendu. Il s'approcha de sa grand-mère et se blottit contre elle dans une étreinte hésitante. Éléonore parut stupéfaite, puis l'enlaça, prenant soin de ne pas le serrer trop fort. Elle rencontra le regard d'Alix par-dessus la tête d'Émile, un assentiment tacite passant entre elles. « Peut-être, » dit Éléonore,
la voix nouée par l'émotion. Pourrions-nous tous prendre le petit déjeuner ensemble? Dans la cuisine. Et ensuite, Émile pourrait-il me jouer encore un peu de musique? Alix sourit. Je crois que c'est une excellente idée. Tandis qu'elle préparait le petit déjeuner, Alix s'émerveillait du changement d'Éléonore. La femme qui avait été si critique la veille était maintenant assise à côté d'Émile à l'îlot central, l'écoutant attentivement, tandis qu'il lui montrait ce qu'il avait appris à la guitare. Il n'y avait aucune exigence pour qu'il parle, aucune correction de sa posture. Juste une grand-mère et son petit-fils, un lien se tissant autour de ce qu'il aimait. Peut-être, pensa Alix, y avait-il finalement un espoir de guérison pour cette famille. Nicolas revint de Paris tard le samedi soir. La maison était silencieuse quand il entra, ne voulant réveiller personne. À sa surprise, une lumière était encore allumée dans la cuisine. Il y trouva Alix, en train de préparer du thé. « Vous êtes de retour, dit-elle, levant les yeux avec un sourire qui fit battre son cœur d'une étrange manière. « Comment s'est passé votre voyage ?»« Productif, » dit Nicolas en posant sa mallette. « Comment se sont passées les choses ici? Ma mère vous a-t-elle donné du fil à retordre ?» Le sourire d'Alix se fit pensif. « Nous avons eu un début un peu difficile, mais nous avons trouvé un terrain d'entente. Elle aime beaucoup Émile. »« Ça, c'est certain, » acquiesça Nicolas en desserrant sa cravate. « Et Émile, comment allait-il? Pourquoi ne lui demandez-vous pas vous-même demain matin? Il attendait votre retour avec impatience. » Nicolas haussa un sourcil. « Il vous l'a dit? » ?»« Pas avec des mots, » dit Alix. Mais il regardait par la fenêtre toutes les demi-heures depuis le dîner. L'idée qu'Émile l'attendait, le voulait à la maison, remplit Nicolas de chaleur. « Il m'a manqué aussi, plus que je ne l'aurais cru. »« Voulez-vous du thé ?» proposa Alix. « J'en préparais justement pour moi. »« Merci, ce serait agréable. » Tandis qu'Alix préparait une deuxième tasse, Nicolas se surprit à étudier son profil, la ligne gracieuse de son cou, la manière dont ses mains bougeaient avec efficacité, mais sans jamais se presser. Il y avait quelque chose d'apaisant dans sa présence, un calme qui semblait imprégner les espaces qu'elle occupait. « Ma mère a mentionné qu'elle avait enquêté sur votre passé, » dit Nicolas après un instant. Les mains d'Alix s'immobilisèrent un instant, puis reprirent leur travail. « Oui, elle l'a fait. Elle m'a parlé du procès, l'accident à votre école. » Alix se tourna vers lui, son expression composée mais vulnérable. « J'aurais dû vous le dire moi-même. Je suis désolé. »« L'agence l'a révélé, » dit Nicolas, « mais pas en détail. Ma mère peut être minutieuse quand elle veut des informations. »« Êtes-vous préoccupé par ma capacité à m'occuper d'Émile » demanda Alix directement. Nicolas réfléchit à la question. « Il y a un mois, j'aurais pu l'être, mais maintenant... » Il secoua la tête. « J'ai vu comment vous êtes avec lui, comment il réagit à votre présence. Quoi qu'il se soit passé à cette école, je ne crois pas que cela définisse qui vous êtes en tant que personne en charge. » Un soulagement se peignit sur le visage d'Alix. « Merci d'avoir dit cela. Cela compte beaucoup. »« Ça, ma mère m'a aussi dit, » continua Nicolas, « que vous aviez défendu Émile quand elle l'avait trop poussé, que vous aviez fait passer ses besoins en premier, même au risque de la contrarier. Peu de gens tiennent tête à Éléonore de Lignières. » Alix lui tendit une tasse de thé. « Je crois que les enfants méritent d'être défendus, même quand c'est inconfortable. » Jeanne disait la même chose, dit Nicolas doucement. Elle n'hésitait jamais à me dire quand j'étais trop rigide avec Émile, trop comme ma mère. Ils restèrent un instant dans un silence complice, sirotant leur thé. Il y avait quelque chose d'intime à partager la cuisine silencieuse, tard dans la nuit, tous deux encore habillés de la journée, un peu froissés, un peu fatigués. « Quelque chose d'autre s'est passé pendant votre absence, » dit Alix finalement. « Quelque chose d'important. » Nicolas posa sa tasse, soudain alerte. « Quoi ?» Émile a passé du temps dans la salle de musique tous les jours, jouant de la guitare de Jeanne, enfin essayant. C'est trop grand pour lui, mais il est déterminé. Il a montré de l'intérêt pour la musique. Nicolas sentit une vague d'espoir. Jeanne avait été si musicale, remplissant toujours leur maison de chant. Avant sa mort, Émile avait été pareil, toujours à fredonner, toujours à danser. Alix hocha la tête. Plus que de l'intérêt. C'est comme... Cela le relie à elle, à Jeanne. « Comment le savez-vous » demanda Nicolas en se penchant en avant. « Parce qu'il me l'a dit. » Nicolas se figea, certain d'avoir mal entendu. « Qu'avez-vous dit » Les yeux d'Alix brillaient. « Pas directement. Mais hier, je l'ai trouvé assis près de la fenêtre de la salle de musique, observant le jardin. J'étais dehors plutôt, chantant pendant que j'arrachais des mauvaises herbes. Émile a pressé sa main contre la vitre et a dit « Elle est comme maman ». Nicolas n'arrivait plus à respirer. Il a parlé? Émile a parlé? Oui. Puis il a dit « Elle chante quand elle est triste ». Je pense qu'il parlait de moi, que je lui rappelais Jeanne parce que nous chantons toutes les deux quand nous sommes tristes. Nicolas se leva brusquement, bouleversé. Il a parlé, après 2 ans.
Il a vraiment parlé. Oui, il l'a fait, confirma Alix, la voix elle-même nouée par l'émotion. Juste ces 2 phrases, et il n'a rien dit d'autre depuis. Mais Nicolas, il peut parler. Il a choisi de parler. Sans réfléchir, Nicolas attira Alix dans une étreinte serrée, la soulevant légèrement du sol dans son excitation. « Merci » murmura-t-il contre ses cheveux. « Merci de me l'avoir ramené. » Quand il la reposa, ils étaient très proches, ses mains toujours sur sa taille, ses paumes posées légèrement sur sa poitrine. Pendant un instant, l'air entre eux sembla chargé de possibilités. Puis, Alix recula, une rougeur sur ses joues. Ce n'était pas moi, c'était la musique, et sa propre disposition. Il avait juste besoin du bon moment. Nicolas laissa tomber ses mains, soudain conscient de l'impulsion inappropriée qu'il avait failli suivre. Alix était son employé, là, pour s'occuper de son fils. Rien de plus. N'empêche, dit-il en s'éclaircissant la gorge, vous avez créé l'environnement où il s'est senti suffisamment en sécurité pour essayer. C'est inestimable. Alix sourit, bien que quelque chose dans ses yeux fût devenu réservé. Je suis contente d'avoir pu aider. Je devrais aller me coucher, il est tard. Bien sûr, bonne nuit, Alix, et merci de me l'avoir dit, j'ai hâte de le voir demain. Après son départ, Nicolas resta dans la cuisine, l'esprit en ébullition face aux implications de la percée d'Émile. Son fils avait parlé, de vrais mots, à propos de sa mère et à propos d'Alix. Elle est comme maman. La comparaison aurait dû le déranger. Jeanne avait été son monde, l'amour de sa vie. Personne ne pouvait la remplacer, surtout pas quelqu'un qu'il connaissait à peine. Mais au lieu de cela, les mots le remplirent d'un étrange espoir. Si Émile voyait quelque chose de Jeanne en Alix, quelque chose de bon, quelque chose de réconfortant, peut-être était-ce exactement ce dont ils avaient tous 2 besoin. Alors que Nicolas se dirigeait enfin vers son lit, il se surprit à attendre le matin avec une impatience qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Demain, il verrait son fils. Et peut-être, juste peut-être, entendrait-il de nouveau sa voix. Alix resta éveillée dans son lit, revivant le moment où Nicolas l'avait serré dans ses bras. La chaleur solide de son corps, la façon dont sa voix s'était brisée d'émotion, le parfum de son eau de Cologne mêlé à la légère fadeur du voyage. Juste un instant, elle avait imaginé ce que ce serait de tourner son visage vers le sien, de combler la distance entre eux. « Arrête !» murmura-t-elle dans l'obscurité. « C'est ton employeur, et il est toujours amoureux de sa défunte épouse. » Mais l'avertissement n'arrêta pas le battement dans sa poitrine, ni la chaleur qui se répandit en elle au souvenir de ses mains sur sa taille. Alix se tourna sur le côté, essayant de rediriger ses pensées. Ce travail concernait Émile. Il s'agissait d'aider un enfant traumatisé à retrouver sa voix. Il ne s'agissait pas de développer des sentiments inappropriés pour son beau-père en deuil. De plus, se rappela-t-elle, elle avait ses propres blessures à guérir. Le procès avait beau être réglé, les cicatrices qu'il avait laissées sur sa confiance en elle demeuraient. Elle n'était prête pour aucune relation, et encore moins pour une aussi compliquée que celle-ci. Pourtant, alors que le sommeil la gagnait enfin, Alix ne put s'empêcher de se souvenir du regard de Nicolas lorsqu'elle lui avait dit qu'Émile avait parlé, de la joie pure mêlée à quelque chose qui ressemblait remarquablement à de l'affection. Pas pour Émile, pour elle. Le lendemain matin, Nicolas se réveilla tôt, impatient de voir Émile. Il se doucha et s'habilla rapidement, renonçant à sa routine dominicale habituelle de consulter ses courriels et les titres des journaux avant le petit déjeuner. Quand il entra dans la cuisine, il y trouva Émile, déjà assis à l'îlot avec un bol de céréales. Alix se tenait à proximité, coupant des fruits. « Bonjour » dit Nicolas, ses yeux se posant immédiatement sur son fils. « Salut, mon grand. » Émile leva les yeux, ses yeux bleus s'écarquillant à la vue de son père. Il ne parla pas, mais il descendit de son tabouret et se dirigea droit vers Nicolas, enlaçant la taille de son père dans une étreinte. Nicolas sentit sa gorge se serrer d'émotion. Émile avait permis plus de contact physique ces derniers temps, mais il en prenait rarement l'initiative. Nicolas s'agenouilla, rendant l'étreinte correctement. « Tu m'as manqué aussi », dit-il doucement. Par-dessus l'épaule d'Émile, il croisa le regard d'Alix. Elle souriait, ses propres yeux brillant de manière suspecte. « Alix me dit que tu as joué de la guitare de maman », dit Nicolas tandis qu'Émile reculait. « Tu me montrerais après le petit déjeuner ?» Émile hocha la tête, un air d'excitation traversant son visage. « Il faut que je lui trouve un instrument de taille appropriée », dit Nicolas à Alix en se servant du café. « Est-ce qu'il fabrique des guitares pour enfants ?»« Oui », confirma Alix. « Des guitares de quart et de demi-taille, conçues pour les petites mains. Je pourrais me renseigner sur quelques options si vous le souhaitez. Je vous en prie, le coût n'est pas un problème. »
Éléonore entra alors dans la cuisine, déjà vêtue de l'un de ses tailleurs de créateurs malgré l'heure matinale. « Bonjour la famille. Nicolas, bienvenue à la maison. » Nicolas embrassa sa mère sur la joue. « Bonjour maman. Merci d'être restée avec Émile. »« C'est toujours un plaisir. » Éléonore se servit du café puis ajouta avec une chaleur inhabituelle « Nous avons passé un très bon moment, n'est-ce pas, Émile? Surtout nos séances de musique. » Émile hocha la tête, reprenant ses céréales. Nicolas haussa un sourcil vers sa mère. « Séance de musique? Vous détestez la musique moderne. La musique classique est ce à quoi je m'opposais quand tu la jouais à des volumes assourdissants étant adolescent, » corrigea Éléonore. « Mais oui, Émile et moi avons passé du temps dans la salle de musique. Il a le talent de sa mère. » La mention décontractée de Jeanne, sans le moindre soupçon d'approbation habituelle qu'Éléonore avait toujours montré envers sa belle-fille, surprit Nicolas. Il jeta un coup d'œil à Alix qui haussa légèrement les épaules comme pour dire « Il s'est passé beaucoup de choses pendant votre absence. » Après le petit déjeuner, comme promis, Émile conduisit Nicolas à la salle de musique. Éléonore s'excusa pour faire ses valises, et Alix commença à débarrasser la vaisselle, laissant le père et le fils dans l'intimité. Dans la salle de musique, Émile alla directement à la guitare de Jeanne, la soulevant avec précaution de son support. Il s'assit sur le petit canapé et positionna l'instrument sur ses genoux, ses petits doigts trouvant leur place sur les cordes, avec une concentration déterminée. Nicolas s'assit à côté de lui, regardant Émile pincer les cordes une par une, créant un simple motif de note. Ce n'était pas exactement une chanson, mais cela avait du rythme et de l'intention. « C'est magnifique, Émile, » dit Nicolas quand il eut terminé. « Maman serait si fière de toi. » Émile leva les yeux vers lui, son expression sérieuse. Pendant un instant, Nicolas pensa, espéra, qu'il pourrait parler de nouveau. Mais au lieu de cela, Émile désigna le piano dans le coin, puis Nicolas. « Tu veux que je joue ?» demanda Nicolas, surpris. Il n'avait pas touché le piano depuis la mort de Jeanne. C'était leur chose à eux. Ils jouaient et elle chantait. Émile hocha la tête avec emphase. Nicolas hésita, puis se déplaça vers le tabouret du piano. Il passa ses doigts sur les touches, des souvenirs l'envahissant. Jeanne assise à côté de lui, sa voix emplissant la pièce. Émile, tout petit, frappant joyeusement les touches inférieures pendant qu'il riait. Il commença à jouer une mélodie simple, une berceuse qu'il jouait pour Émile quand il était bébé. Les notes lui revinrent facilement, la mémoire musculaire prenant le relais. À son étonnement, Émile commença à fredonner, doucement au début, puis avec plus d'assurance. Le son de la voix de son fils, même juste un fredonnement, remplit Nicolas d'une joie si intense qu'elle en était presque douloureuse. Quand la chanson se termina, Nicolas se tourna pour trouver Émile debout juste à côté de lui, ses yeux bleus solennels fixés sur son visage. « Encore » demanda Nicolas, la voix rauque d'émotion. Au lieu de hocher la tête, Émile dit clairement « S'il te plaît, papa ». Nicolas haleta. « Émile, tu as parlé ». Émile hocha la tête, l'air quelque peu surpris lui-même. « Je me souviens de cette chanson », ajouta-t-il, les mots venant lentement mais distinctement. Nicolas serra son fils dans une étreinte féroce, des larmes coulant sur son visage. « Oui, mon grand, on te la jouait tous les soirs, tu te souviens ?»« Maman la chantait », dit Émile dans l'épaule de Nicolas. « Oui, elle avait la plus belle des voix. » Ils restèrent ainsi un long moment, Nicolas tenant son fils, bouleversé par le miracle d'entendre sa voix de nouveau après si longtemps. Finalement, Émile recula. « Joue encore » demanda-t-il. Nicolas essuya ses yeux et se tourna de nouveau vers le piano. « Autant de fois que tu veux, mon grand. Autant de fois que tu veux. » Alix finit de nettoyer la cuisine, le cœur empli. Elle n'avait pas eu l'intention d'écouter aux portes, mais elle avait entendu la voix claire d'Émile demander à son père de jouer encore, suivie de la réaction émue de Nicolas. Elle s'occupa de la lessive, voulant leur laisser de l'espace pour ce moment important. Mais elle ne pouvait s'arrêter de sourire. Émile parlait, pas seulement une phrase, mais il menait une petite conversation avec son père. C'était plus de progrès qu'elle n'avait osé espérer. Tandis qu'elle pliait les serviettes dans la buanderie, Éléonore la trouva. « J'ai fini de faire mes valises », annonça la femme âgée. « Nicolas me ramènera chez moi après le déjeuner. J'espère que votre séjour a été agréable, Madame de Lignières, » dit Alix poliment. Éléonore la regarda avec ce regard pénétrant. « J'ai pensé à notre conversation l'autre soir, à l'accident à votre école. » Alix se raidit légèrement. « Oui, je crois que je vous ai peut-être jugé injustement, » dit Éléonore, la surprenant. « Nicolas m'a dit comment vous avez été avec Émile. Patiente, respectueuse, lui laissant de l'espace quand il en a besoin, mais ne le traitant pas comme s'il était brisé. C'est louable. Merci,
dit Alix, sincèrement touché. Émile rend les choses faciles. C'est un enfant incroyable. Oui, il l'est. Éléonore lissa une ride imaginaire de son pantalon. Je vous dois également des excuses pour mon comportement à mon arrivée. Je peux être protectrice envers ma famille. Aucune excuse n'est nécessaire, l'assura Alix. Vous aimez Émile et voulez ce qu'il y a de mieux pour lui. Nous avons cela en commun. Éléonore hocha la tête, un léger sourire effleurant ses lèvres. En effet. C'est pourquoi je dois vous demander, quelles sont vos intentions concernant mon fils? La question prit Alix complètement au dépourvu. Pardon? Nicolas, j'ai vu comment il vous regarde, et comment vous le regardez quand vous pensez que personne ne remarque. Alix sentit la chaleur monter à ses joues. Madame de Linière, je vous assure que ma relation avec votre fils est entièrement professionnelle. Peut-être pour l'instant, concéda Éléonore. Mais les sentiments restent rarement ordonnés, surtout dans des situations comme celle-ci. Un beau veuf, une belle jeune femme, tous deux se souciant profondément du même enfant, c'est pratiquement un cliché. Je ne ferai jamais... Je ne vous accuse de rien d'inapproprié, interrompit Éléonore. Je reconnais simplement ce que je vois se développer. Et je veux être clair. Si votre intérêt pour Nicolas est simplement dû à sa richesse ou à sa position, ce n'est pas le cas, dit Alix fermement, puis regretta immédiatement d'avoir confirmé qu'elle avait le moindre intérêt. C'est-à-dire que je respecte énormément Nicolas en tant que père d'Émile et mon employeur. Toute autre impression est erronée. Éléonore l'étudia un long instant. Vous savez, je n'ai pas approuvé quand Nicolas a épousé Jeanne. Je la trouvais trop bohème, trop libre d'esprit pour mon fils structuré et ambitieux. Je n'avais pas entièrement tort, ils étaient très différents. Mais ce que je n'ai pas vu, c'est comment ces différences l'équilibraient, le rendaient plus humain. Elle fit une pause, son regard lointain empreint de souvenirs. Jeanne a apporté de la musique et des rires dans sa vie. Après sa mort, tout cela a disparu. La maison est devenue aussi silencieuse qu'Émile. Jusqu'à récemment, dit Alix doucement. Oui, jusqu'à votre arrivée. Éléonore se reconcentra sur Alix. Je ne dis pas que j'approuve, je dis que j'observe, et que je me soucie plus du bonheur de mon fils et de mon petit-fils que de maintenir ma propre vision de ce que leur vie devrait être. Avec cette déclaration étonnamment vulnérable, Éléonore se retourna et partit, laissant Alix la regarder partir, les serviettes oubliées dans ses mains. Après le départ d'Éléonore, Nicolas passa le reste de la journée avec Émile, jouant du piano chaque fois que son fils le demandait, écoutant la poignée de mots et de courtes phrases qu'Émile offrait. C'étaient de simples déclarations, des observations sur la musique, des souvenirs de sa mère, des questions sur le moment où il pourrait obtenir une guitare à sa taille. En soirée, Nicolas était émotionnellement épuisé, mais plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Le discours d'Émile était encore limité, et le garçon avait toujours de longues périodes de silence. Mais la digue avait cédé. Son fils communiquait de nouveau. Après avoir couché Émile, Nicolas trouva Alix dans le salon, écrivant dans un carnet. « Je ne voulais pas vous déranger, dit-il quand elle leva les yeux. « Vous ne me dérangez pas du tout, répondit Alix, refermant le carnet. « Comment s'est passée la fin de votre journée avec Émile ?» Nicolas s'assit dans le fauteuil en face d'elle, passant une main dans ses cheveux. « Incroyable, bouleversant. Il parle, Alix. Pas constamment, mais il essaie. Après 2 ans de rien. C'est merveilleux, dit Alix, son sourire chaleureux. Il était prêt depuis un moment, je pense. Il avait juste besoin de la bonne motivation. La musique, acquiesça Nicolas. C'était la connexion à Jeanne dont il avait besoin. Il fit une pause, étudiant son visage. Et vous avez été le catalyseur. Alix secoua la tête. J'étais juste là au bon moment, par hasard. Non, insista Nicolas. Ce n'était pas une coïncidence. Vous avez créé un espace sûr pour lui. Vous ne l'avez pas mis sous pression. Vous avez suivi son rythme. Il se pencha en avant. Savez-vous combien de spécialistes j'ai engagés qui n'ont pas pu faire ce que vous avez fait en un peu plus d'1 semaine? Émile a fait le travail, pas moi, dit Alix. C'est un enfant incroyablement résilient. Il l'est, mais il vous fait aussi confiance. Nicolas hésita, puis ajouta « Il m'a dit aujourd'hui que vous lui appreniez le beatbox. » Alix rit, le son léger et sincère. « Je ne dirais pas que j'enseigne. C'est juste une bêtise que je fais et qui le fait sourire. Car il a mentionné que vous le faites quand vous êtes heureuse, pas triste. Je pense qu'il corrigeait sa déclaration précédente. « Enfant intelligent, dit Alix avec un autre sourire. Je fais du beatbox quand je suis heureuse. C'est une mauvaise habitude de mes jours d'enseignement. Les enfants adoraient toujours ça. Émile adore ça aussi. » Nicolas fit une pause. « Ma mère a mentionné que vous deux aviez trouvé un terrain d'entente pendant mon absence.
L'expression d'Alix devint plus réservée. Oui, je crois que oui. Elle a aussi dit que je devrais vous donner une augmentation. Cela l'a surpris clairement. Elle l'a dit? Nicolas hocha la tête. Elle a dit que vous aviez défendu Émile quand il aurait été plus facile de s'en remettre à elle. Elle respecte cela, même si elle ne l'a pas apprécié sur le moment. Votre mère aime beaucoup Émile, dit Alix diplomatiquement. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour lui. Ah, vous aussi, observa Nicolas. C'est pourquoi j'aimerais apporter un changement à votre position ici. Alix se tendit légèrement. Quel genre de changement? J'aimerais ajouter formellement la garde d'Émile à vos responsabilités, avec une compensation appropriée, bien sûr. Vous avez noué un lien avec lui d'une manière qu'aucun des spécialistes n'a réussi. Un soulagement se peignit sur le visage d'Alix. Je serais honoré. Émile est spécial. Il l'est, acquiesça Nicolas. Il y a autre chose dont j'aimerais discuter. J'ai trouvé quelque chose en cherchant des guitares plus petites pour Émile. Il tendit la main vers sa tablette sur la table d'appoint et ouvrit un site web. Il y a un programme de musicothérapie pour enfants atteints de mutisme sélectif à l'hôpital Necker-Enfants Malades de Paris. C'est une session d'été de 6 semaines qui commence le mois prochain. J'aimerais inscrire Émile, mais... Mais quoi? L'interrogea Alix quand il hésita. C'est à Paris. Nous devrions y rester pendant toute la durée. Nicolas rencontra son regard. Je vous demande si vous seriez prête à venir avec nous, pour continuer à travailler avec Louis et l'aider à s'adapter au programme. Chloé parut stupéfaite. Vous voulez que je vienne à Nice avec vous? Pendant 6 semaines? Oui, j'ai déjà parlé avec le directeur du programme et ils sont enthousiastes à propos du cas de Louis. Ils reçoivent rarement des enfants qui ont recommencé à parler après une si longue période de mutisme. Ils pensent pouvoir l'aider à continuer de progresser. Cela semble être une opportunité incroyable pour lui, dit Chloé. Cela signifierait quitter votre foyer ici, vivre dans un hôtel ou une location à Nice, continua Antoine. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais Louis vous fait confiance. Je pense que votre présence rendrait la transition plus facile pour lui. Chloé resta silencieuse un instant, réfléchissant. Et votre travail? Pouvez-vous vous absenter du bureau aussi longtemps? Je peux travailler à distance pour la majeure partie du temps. Et franchement, mon entreprise survivra si je ne suis pas là tous les jours. Louis est ma priorité maintenant. Chloé hocha lentement la tête. Dans ce cas, oui, je serais ravi de venir avec vous deux à Nice, pour Louis. Antoine ressentit un soulagement démesuré face à son acceptation. Merci, je ferai toutes les démarches. Pendant qu'ils discutaient de la logistique du voyage, Antoine se retrouva à observer Chloé, sa manière animée de parler quand elle était excitée, son hochement de tête pensif quand elle considérait les options, la chaleur dans ses yeux quand Louise était mentionnée. Les derniers mots de sa mère lui revinrent « Cette fille est bonne pour vous deux. Ne laissez pas votre entêtement ou votre culpabilité vous empêcher de le voir. » À l'époque, il avait balayé le commentaire, mais maintenant, assis en face de Chloé alors qu'ils planifiaient un séjour de 6 semaines à Nice ensemble, Antoine dut admettre qu'il y avait peut-être une part de vérité dans l'observation de sa mère. 2 semaines plus tard, Chloé se tenait sur le balcon d'un luxueux appartement sur la promenade des Anglais, regardant le soleil se coucher sur la mer Méditerranée. Derrière elle, à l'intérieur du spacieux salon, Antoine était en visioconférence avec son bureau, pendant que Louis construisait une construction élaborée avec des cubes sur le tapis moelleux. Les 15 derniers jours avaient été un tourbillon. Antoine avait insisté pour trouver le logement idéal pour leur long séjour, un appartement de 4 pièces avec 3 chambres, vue sur la mer, à quelques pas de la plage et à quelques minutes en voiture de l'université de Nice, où se déroulerait le programme de musicothérapie de Louis. Chloé avait sa propre chambre avec coin-salon et salle de bain privée. L'appartement disposait également d'une salle de musique, où Antoine avait installé un piano à queue, et la guitare pour enfants qui était arrivée juste avant qu'il ne quitte Saint-Tropez. La parole de Louis avait continué de progresser, bien qu'elle fût encore inégale. Certains jours, il parlait presque normalement, posant des questions et faisant des observations. D'autres jours, il se retirait dans le silence, ne communiquant que par des hochements de tête et des gestes. Mais même ces jours silencieux étaient différents maintenant. Il y avait une certaine communicativité dans son silence, pas le retrait plat d'avant. La porte-fenêtre vitrée derrière Chloé s'ouvrit et Antoine la rejoignit sur le balcon, 2 verres de vin à la main. « Louis regarde un documentaire animalier, dit-il, lui tendant l'un des verres. Il est fasciné par la vie marine. Je pensais que nous pourrions l'emmener à l'aquarium ce week-end. Il adorerait ça, convint Chloé, acceptant le vin. Comment s'est passé votre appel? Productif. L'équipe de développement fait de bons progrès sur les nouveaux protocoles de sécurité. Antoine s'appuya contre la balustrade à côté d'elle, leurs épaules se touchant presque.
Mais je préférerais ne pas parler de travail en ce moment. Chloé prit une gorgée de son vin, un excellent Bordeaux qui coûtait probablement plus cher que ce qu'elle gagnait en une semaine d'enseignement. De quoi aimeriez-vous parler? De toi, dit simplement Antoine. Puis il sembla se reprendre. Je veux dire, où as-tu grandi? As-tu des frères et sœurs? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir enseignante? Chloé sourit à son intérêt soudain. J'ai grandi à Lyon, j'ai une sœur, Clémence. Elle est infirmière. Quant à l'enseignement, j'ai toujours aimé travailler avec les enfants. Ma mère était maîtresse de maternelle, donc je suppose que c'est de famille. Et ton père? C'était un musicien de jazz, il n'a jamais percé, mais il jouait dans des clubs autour de Lyon et Marseille. Il m'a appris tout ce que je sais sur la musique. Ah, ça explique le beatbox, dit Antoine avec un sourire. Il joue toujours? Une ombre traversa le visage de Chloé. Non, il est décédé quand j'étais à l'université. Un cancer. Je suis désolé, dit doucement Antoine. C'était il y a longtemps, répondit Chloé. Mais il me manque toujours, surtout quand je fais de la musique. Antoine hocha la tête, compréhensif. C'est ce que je ressens pour Jeanne. Certains jours, la peine n'est qu'une douleur sourde. D'autres jours, elle est aussi vive que le jour où c'est arrivé. Ça te dérange? Demanda Chloé avec prudence. Que Louis m'ait associé à elle, à cause du chant? Antoine réfléchit à la question. Au début, j'ai été surpris, peut-être un peu jaloux, pour être honnête. Mais maintenant, je pense que c'est une bonne chose. Jeanne aurait voulu que Louis ait de la musique dans sa vie, qu'il ait des gens qui se soucient de lui. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance d'une compréhension partagée, d'un souci mutuel pour Louis, et peut-être quelque chose de plus. Antoine s'éclaircit la gorge et regarda de nouveau l'océan. « Et toi, après tout ce qu'il y a eu avec l'affaire judiciaire, penses-tu retourner enseigner un jour ?» Chloé soupira. « Je ne sais pas. Ça me manque terriblement. Travailler avec Louis m'a rappelé pourquoi j'aimais enseigner au départ. Mais la peur est toujours là, la peur d'échouer avec un autre enfant. Tu n'as pas échoué avec cet enfant, dit fermement Antoine. Les accidents arrivent, surtout avec les enfants. Le procès portait sur l'argent, pas sur tes capacités en tant qu'enseignante. Comment le savez-vous? Antoine parut légèrement embarrassé. J'ai peut-être demandé à mon équipe juridique d'examiner l'affaire plus en profondeur après que ma mère l'ait mentionné. Vous avez enquêté sur moi? Chloé ne savait pas si elle devait être offensée ou touchée par son inquiétude. Pas sur toi spécifiquement. L'affaire judiciaire, je voulais comprendre ce qui s'était passé. Il se tourna pour lui faire face. L'enfant qui a été blessé s'est complètement rétabli. Les parents ont porté plainte parce qu'ils ont vu une opportunité d'arrangement avec un établissement scolaire bien financé. Tu étais un dommage collatéral. Chloé sentit des larmes lui monter aux yeux. Pendant 1 an, elle avait porté le poids de cet accident. La culpabilité qu'un enfant ait été blessé sous sa surveillance. Entendre Antoine déclarer si naturellement que ce n'était pas de sa faute, quelque chose de tendu se relâcha dans sa poitrine. « Merci », murmura-t-elle, « de m'avoir dit ça. » Antoine tendit la main et essuya une larme sur sa joue, son toucher doux. « Tu es une professeure exceptionnelle, Chloé. Je l'ai vue avec Louis. Si tu veux retourner en classe un jour, tu devrais le faire. » La chaleur de sa main resta sur sa peau. Pendant un instant suspendu, Chloé pensa qu'il pourrait se pencher davantage, qu'il pourrait... « Papa? Chloé ?» La voix de Louis vint de l'embrasure de la porte, brisant le charme. « Les requins sont à la télé maintenant. » Antoine retira sa main, reculant. « Nous arrivons, mon grand. Les requins sont plutôt cool, n'est-ce pas ?» Louis hocha la tête avec enthousiasme. « Grosse dent, viens voir. » Alors qu'il suivait Louis à l'intérieur, l'esprit de Chloé tourbillonnait. Le moment sur le balcon avait semblé significatif. Une limite avait failli être franchie. Elle n'était pas sûre d'être soulagée ou déçue que Louis ait interrompu. Une chose était certaine, ses sentiments pour Antoine Lefebvre avaient dépassé de loin le respect professionnel. Et d'après la façon dont il l'avait regardé, touché, elle soupçonnait qu'il puisse ressentir la même chose. La question était, qu'allait-il faire à ce sujet? Le premier jour de Louis au programme de musicothérapie se passa mieux que prévu. La thérapeute, la docteure Moreau, était une femme chaleureuse et énergique qui a immédiatement noué le contact avec Louis grâce à leur passion commune pour la guitare. « Il s'est merveilleusement bien comporté », leur dit-elle à Antoine et Chloé après la séance. « Il a communiqué verbalement plusieurs fois pendant notre séance et son aptitude musicale est remarquable pour son âge. »« Quand parlera-t-il de nouveau normalement ?» demanda Antoine, la question qui le tourmentait depuis 2 ans. La docteure Moreau lui offrit un doux sourire. « Le rétablissement du mutisme sélectif n'est pas linéaire, monsieur Lefebvre. Louis a déjà fait des progrès incroyables. Le fait qu'il parle du tout après 2 ans de silence complet est extraordinaire. »« Mais sera-t-il un jour comme avant ?» insista Antoine.
Chaque enfant est différent, dit la docteure Moreau, mais je suis très optimiste quant au cas de Louis. La musique est clairement un outil puissant pour lui. J'aimerais le voir 3 fois par semaine, et je vous donnerai également des exercices à faire à la maison. Alors qu'il rentrait à l'appartement en voiture, Louis s'endormit dans son siège auto, fatigué par l'effort émotionnel de la journée. Elle n'a pas vraiment répondu à ma question, dit doucement Antoine à Chloé, quant à savoir s'il se remettra complètement. Je pense qu'elle y a répondu du mieux qu'elle a pu, répliqua Chloé. Le rétablissement n'est pas une ligne droite, surtout avec un traumatisme émotionnel. Louis fait des progrès. C'est ce qui compte. Antoine soupira. Tu as raison. Je veux qu'il ait une enfance normale, qu'il soit heureux. Il est heureux, l'assura Chloé. Surtout quand il fait de la musique avec vous. Avez-vous remarqué comme il s'illumine quand vous jouez du piano ensemble? Antoine sourit à l'observation. C'est vrai, n'est-ce pas? Tout comme Jeanne le faisait. Ils tombèrent dans un silence confortable pour le reste du trajet, tous deux regardant l'enfant endormi dans le rétroviseur, tous deux pensant au chemin parcouru et à celui qu'il lui restait à parcourir. De retour à l'appartement, Antoine porta Louis dans sa chambre pour une sieste pendant que Chloé préparait un déjeuner léger. Quand Antoine revint dans la cuisine, son expression était troublée. « Qu'y a-t-il » demanda Chloé, posant le couteau qu'elle utilisait pour trancher les tomates. « Je viens de recevoir un email de mon assistant. Il y a une situation au travail qui nécessite mon attention immédiate. Je dois prendre l'avion pour Paris demain. »« Oh » dit Chloé surprise. « Pour combien de temps ? 1 jour, peut-être 2. C'est une faille de sécurité qui pourrait affecter nos contrats gouvernementaux. Je dois être là en personne. » Il passa une main dans ses cheveux de frustration. Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. Louis vient de commencer le programme. « Nous irons bien, l'assura Chloé. Je peux emmener Louis à sa séance demain. Il connaît la docteure Moreau maintenant, et il a semblé à l'aise avec elle. » Antoine parut peu convaincu. « Tu es sûr ? Il s'adapte encore à la nouvelle routine. » « J'en suis positive. Louis et moi passerons un bon moment pendant votre absence. Peut-être irons-nous même visiter cet aquarium que vous avez mentionné. » Antoine se détendit visiblement. « Merci. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Chloé. » La déclaration simple, prononcée avec une telle sincérité, fit son cœur fit un bond. « C'est pour ça que je suis là, pour aider. C'est plus que ça. Et tu le sais. » Le regard d'Antoine était intense. « Tu es devenue importante pour nous deux. » Chloé ne savait pas comment répondre à cela. Importante, de quelle manière? En tant que personne qui s'occupe de Louis? En tant qu'amie pour eux deux? Ou quelque chose de plus? Avant qu'elle ne puisse trouver les mots justes, le téléphone d'Antoine sonna. « Je dois prendre cet appel, » dit-il, vérifiant l'écran. « C'est l'équipe de sécurité. » Alors qu'il s'éloignait pour prendre l'appel, Chloé retourna à la préparation du déjeuner. Son esprit tourbillonnait de questions et de possibilités. En un peu plus d'1 mois, sa vie avait changé radicalement. Ce qui avait commencé comme un simple poste d'aide à domicile avait évolué en quelque chose de bien plus complexe et de bien plus significatif. Elle tenait profondément à Louis. C'était indéniable et simple, mais ses sentiments pour Antoine, cela n'était ni simple ni approprié pour leur relation professionnelle. Pourtant, la façon dont il la regardait parfois, la façon dont il avait touché son visage sur le balcon, cela suggérait qu'il pourrait être aux prises avec la même attirance inappropriée. Chloé plaça les sandwichs sur les assiettes avec un soupir. Rien ne pouvait se passer entre eux. Elle était son employée, engagée pour s'occuper de sa maison et de son fils. S'impliquer romantiquement serait une erreur, pour elle professionnellement, pour lui émotionnellement, et surtout pour Louis, qui avait besoin de stabilité plus que tout. Quoi qu'elle ressente, quoi qu'Antoine puisse ressentir, ils devaient maintenir leur relation professionnelle, pour le bien de Louis. Louis se réveilla de sa sieste juste au moment où le déjeuner était prêt. Il entra dans la cuisine en se frottant les yeux, ses cheveux hérissés d'un côté. « Salut, belle marmotte !» le salua Chloé avec un sourire. « Faim ?» Louis hocha la tête, grimpant sur un tabouret près du comptoir. « Où est papa ?»« Il est au téléphone pour le travail. Il va nous rejoindre bientôt. » Louis prit une bouchée de son sandwich puis demanda « Tu aimes mon papa ?» La question prit Chloé complètement au dépourvu. « Bien sûr que j'aime ton papa. C'est une bonne personne et un père merveilleux. » Louis lui jeta un regard étonnamment perspicace pour un enfant de 6 ans. « Non, est-ce que tu l'aimes vraiment ?» Chloé sentit ses joues s'échauffer. « C'est une question compliquée, Louis. Pourquoi? Tu souris beaucoup quand il est là. Et il te regarde tout le temps. »« Ah oui ?» Chloé ne put s'empêcher de demander, puis le regretta immédiatement. « Je veux dire, ton papa et moi sommes amis. Nous tenons tous les deux beaucoup à toi. » Louis sembla considérer cela. « Maman est partie pour toujours. Papa est souvent triste.
mais pas quand tu es là. La simple observation, livrée avec la perception directe d'un enfant, laissa Chloé sans voix. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, Antoine revint dans la cuisine. « Désolé, dit-il, prenant place à côté de Louis. Crise temporairement gérée, mais je dois quand même reprendre l'avion demain. »« Tout va bien ?» demanda Chloé, reconnaissante du changement de sujet. « Ça ira, » l'assura Antoine. « Louis, je dois partir pour le travail demain, juste pour un jour ou deux. Chloé t'emmènera à la musicothérapie et je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. » Louis fronça les sourcils. « Je veux que tu restes. Je sais, mon grand. Je veux rester aussi. Mais parfois, les adultes ont des responsabilités qu'ils ne peuvent ignorer. »« Responsabilité, » répéta Louis, testant le mot. « Comme prendre soin de moi ?»« Exactement, » dit Antoine, l'air soulagé de la compréhension de son fils. « Et parfois, prendre soin de toi signifie que je dois faire mon travail pour que nous puissions avoir cet endroit agréable où vivre et toutes les choses dont nous avons besoin. » Louis hocha la tête solennellement. « D'accord, mais reviens vite. »« Je te le promets, » dit Antoine, ébouriffant les cheveux de son fils. « Et quand je serai de retour, peut-être pourrons-nous tous aller à la plage ensemble. Ça te plairait ?» Le visage de Louis s'illumina. « Oui, je peux apporter ma guitare à la plage. »« Je ne vois pas pourquoi pas, » dit Antoine avec un sourire. « On pourrait faire un petit concert sur la plage. » Pendant qu'ils continuaient à déjeuner, faisant des projets pour le retour d'Antoine, Chloé se retrouva à les observer ensemble. La progression de leur relation, aussi remarquable que la progression de Louis avec la parole. Antoine était plus détendu avec son fils maintenant, moins effrayé de dire ou de faire la mauvaise chose. Et Louis était plus expressif, plus engagé. Ils guérissaient, tous les deux. Et d'une certaine manière, contre toutes les limites professionnelles et tout bon sens, Chloé était devenue partie intégrante de ce processus de guérison. La question était, quand Louis serait complètement rétabli, quand il n'aurait plus besoin de son soutien, que se passerait-il alors? Antoine la regarderait-il toujours de la même manière? Aurait-elle encore une place dans leur vie? Ou deviendrait-elle simplement une autre spécialiste qui avait rempli son rôle et était passée à autre chose? La pensée faisait plus mal qu'elle n'aurait dû, considérant qu'elle ne les connaissait que depuis un mois. Mais la vérité était indéniable. Quelque part en chemin, Antoine et Louis Lefebvre étaient devenus importants pour elle aussi, très importants. Et la perspective de les quitter un jour lui serrait le cœur d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis très longtemps. Le déplacement professionnel d'Antoine, prévu pour 2 jours, s'étira sur 4. Une faille de sécurité dans l'un des contrats gouvernementaux de son entreprise avait requis son attention personnelle, le forçant à rester à Paris plus longtemps que prévu. Chaque soir, il appelait Louis et Chloé en visioconférence, le visage fatigué mais la voix chaleureuse, leur demandant comment s'était passée leur journée et les séances de thérapie de Louis. Louis montrait avec enthousiasme à son père de nouveaux accords de guitare qu'il avait appris ou lui racontait les poissons qu'ils avaient vus à l'aquarium. « Tu me manques, papa » dit Louis le 4e soir, sa parole plus fluide chaque jour. « Quand rentres-tu à la maison ?»« Demain après-midi, mon grand, je te le promets. Rien ne pourrait me retenir plus longtemps. » Une fois Louis couché, Antoine parlait en privé avec Chloé, obtenant des mises à jour plus détaillées sur les progrès de son fils. « La docteure Moreau dit qu'il progresse plus vite qu'elle ne l'avait prévu, » lui dit Chloé lors de leur dernière soirée séparée. Sa parole devient plus naturelle et sa confiance grandit de jour en jour. « C'est incroyable, » dit Antoine, le soulagement évident dans sa voix même à travers l'écran. « Comment te portes-tu? Je sais que ce n'est pas ce pour quoi tu avais signé. La garde d'enfants en solo pendant presque 1 semaine. » Chloé sourit. « Nous passons un moment merveilleux en fait. Louis est une joie. Nous avons établi une routine plutôt agréable. »« Je suis content de l'entendre, » répondit Antoine, son expression s'adoucissant. « Mais j'ai toujours l'impression de profiter de ta gentillesse. Cela dépasse largement ta description de poste. »« Cela ne me dérange pas, » l'assura Chloé. « Vraiment ?» Il y eut un silence, puis Antoine dit doucement « J'ai beaucoup réfléchi pendant mon absence, à Louis, à toi, à notre situation. » Le cœur de Chloé fit un bond. « Quoi à propos de notre situation ? Je pense que nous devons parler quand je serai de retour. De l'avenir. » L'ambiguïté de sa déclaration laissa Chloé perplexe. Était-il en train de planifier de mettre fin à son emploi maintenant que Louis s'améliorait? Ou faisait-il référence à quelque chose de plus personnel entre eux? « Bien sûr, » dit-elle, essayant de garder une voix neutre. « Nous pourrons en parler demain. » Après avoir mis fin à l'appel, Chloé s'assit sur le balcon, regardant les vagues s'écraser sur le rivage sous le clair de lune. Elle avait appris à aimer ces moments de réflexion à la fin de chaque journée, le son paisible de la mer en toile de fond de ses pensées. Être seule avec Louis pendant ces jours
n'avait fait qu'approfondir son attachement à lui. Ils s'étaient installés dans un rythme confortable. Petit déjeuner ensemble, pratique matinale de sa guitare, séance de thérapie à l'université de Nice, après-midi à explorer Nice ou à jouer sur la plage, soirée à lire des histoires et à parler de sa mère. Louis parlait plus ouvertement de Jeanne maintenant, partageant des souvenirs qui avaient été enfermés pendant ces années de silence. Il semblait que la musique avait non seulement restauré sa voix, mais avait rouvert sa connexion avec sa mère d'une manière salvatrice. « Maman chantait sous la douche », lui avait dit Louis ce matin-là, alors qu'elle l'aidait à s'habiller. Très fort. Papa disait que les voisins l'entendaient. Elle avait l'air très amusante, avait répondu Chloé. Louis avait hoché la tête. Oui, toi aussi tu es amusante. Différente, mais amusante. La comparaison ne mettait plus Chloé mal à l'aise. Elle ne se voyait pas remplacer Jeanne en aucune façon. Personne ne le pourrait. Mais peut-être aidait-elle Louis à créer un nouveau type de joie dans sa vie, qui honorait la mémoire de sa mère, tout en lui permettant d'aller de l'avant. Maintenant, alors qu'elle se préparait à se coucher, Chloé se demandait ce qu'Antoine voulait discuter demain. Quoi que ce fût, elle devait être préparée à toute éventualité, y compris la possibilité que son temps avec la famille Lefebvre touche à sa fin. Le vol d'Antoine atterrit à midi le lendemain. Il envoya un message à Chloé pour lui faire savoir qu'il était en route, un message qui lui causa une agitation inattendue dans son estomac. Quand avait-elle commencé à considérer l'appartement de la promenade des Anglais comme sa maison? Louise était hors de lui d'excitation, vérifiant la fenêtre toutes les quelques minutes pour l'arrivée de son père. Il avait insisté pour porter ses beaux vêtements, une chemise boutonnée et un pantalon chino comme ceux que son père portait souvent, et avait répété une nouvelle chanson à montrer à Antoine. « Tu penses que papa aimera ma chanson ?» demanda-t-il à Chloé pour la 3e fois cette heure-là. « Il va adorer », l'assura Chloé. « Ton jeu s'est tellement amélioré. » Quand ils entendirent enfin une clé dans la serrure, Louis courut à la porte. Antoine avait à peine mis un pied à l'intérieur que son fils se jeta dans ses bras. « Papa, tu es de retour !» Antoine le rattrapa, le soulevant haut. « Je suis là, mon grand. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi. J'ai appris une nouvelle chanson. Et j'ai vu des requins à l'aquarium, et la docteur Moreau dit que je suis sa meilleure élève de tous les temps. » Antoine rit, ses yeux brillants de joie au bavardage de son fils. « C'est incroyable, Louis. J'ai hâte de tout savoir. » Par-dessus la tête de Louis, ses yeux rencontrèrent ceux d'Adeline, qui observait leur retrouvaille avec un doux sourire. « Bienvenue à la maison, » dit-elle simplement. Quelque chose dans son regard la fit retenir son souffle, un mélange de gratitude, d'affection et de quelque chose de plus profond qu'elle ne parvenait pas à nommer. « C'est bon d'être à la maison, » répondit-il, serrant toujours Louis, mais les yeux fixés sur elle. Le reste de l'après-midi fut consacré à Louis. Il montra à Nicolas ses progrès à la guitare, parlant plus que Nicolas ne l'avait entendu faire depuis avant la mort d'Anne. Ils jouèrent du piano ensemble, prirent un dîner de bonne heure, puis Nicolas donna le bain à Louis et lui lut 3 histoires au coucher pour rattraper les nuits manquées. Lorsque Louis fut enfin endormi, il était presque 21 heures. Nicolas trouva Adeline dans le salon, blottie contre un livre. « Il est enfin couché, » dit Nicolas, s'enfonçant dans le canapé en face d'elle. « Je crois que l'excitation l'a épuisé. »« Tant il attendait ton retour toute la semaine, » dit Adeline, marquant sa page et posant le livre. « Il t'a même fait une carte de bienvenue. Elle est sur ta commode. » Nicolas sourit. « Je l'ai vue. Elle est magnifique. » Il marqua une pause, étudiant son visage. « Merci, Adeline, pour tout ce que tu as fait pendant mon absence, pour tout ce que tu as fait depuis que tu es entré dans nos vies. »« C'est mon travail, » dit Adeline, bien qu'ils sachent tous deux que cela était devenu bien plus que cela. « À ce propos, » dit Nicolas, se penchant en avant, « c'est ce que je voulais discuter avec toi. »« Ça y est, » pensa Adeline, se préparant au pire. Le renvoi en douceur, le licenciement aimable, maintenant que Louis allait mieux et n'avait plus autant besoin d'elle. « J'ai réfléchi à ton contrat, » continua Nicolas, « à ton rôle dans nos vies. » Adeline hocha la tête, gardant une expression neutre. « Je comprends. Louis fait de grands progrès. Il n'aura probablement plus besoin d'un soutien aussi intensif très longtemps. » Nicolas parut déconcerté. « Ce n'est pas du tout ce que j'allais dire. En fait, j'allais te demander si tu envisagerais un poste plus permanent auprès de nous. »« Permanent ?» répéta Adeline, surprise. « Oui, en tant que principale personne de référence et consultante pédagogique de Louis. Même après la fin de son programme de thérapie, même après notre retour à Arcachon. J'aimerais que tu restes avec nous, que tu continues à faire partie de sa vie. » Nicolas hésita, puis ajouta « de nos vies ». Un soulagement inonda Adeline, immédiatement suivi d'une émotion plus complexe. Un poste permanent signifiait la sécurité, signifiait continuer à être avec Louis, qu'elle avait appris à aimer.
Mais cela signifiait aussi continuer dans cet entre-deux avec Nicolas, proche mais professionnel, maintenant toujours la distance appropriée malgré les sentiments qui pouvaient se développer entre eux. « Je suis honorée, dit-elle prudemment, et je tiens énormément à Louis. Mais, l'encouragea Nicolas lorsqu'elle ne continua pas. Adeline prit une profonde inspiration. Mais je crois que nous devons être honnêtes sur ce qui se passe ici, Nicolas, entre nous. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais il ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Je sais, je l'ai ressenti aussi. Cela complique les choses, dit Adeline. Si je reste la personne s'occupant de Louis, pendant que toi et moi, pendant que nous avons des sentiments l'un pour l'autre, termina Nicolas pour elle. Oui, ce serait compliqué, mais peut-être y a-t-il une autre solution. Quel genre de solution? Nicolas se leva et vint s'asseoir à côté d'elle sur le canapé, assez près pour qu'elle sente sa chaleur, mais pas trop pour ne pas envahir son espace. Et si ton rôle changeait? Et si tu n'étais plus mon employé? Le cœur d'Adeline se serra. Il allait donc la laisser partir après tout. Je vois. Non, tu ne vois pas, dit Nicolas avec un léger rire. Je n'explique pas cela très bien. Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe de nervosité. Adeline, en si peu de temps passé avec nous, tu as transformé nos vies. Tu as aidé Louis à retrouver sa voix. Tu as ramené la musique dans notre foyer. Tu m'as rappelé ce que l'on ressent quand on attend chaque jour avec impatience. Il prit sa main, son contact envoyant une vague de chaleur le long de son bras. Je ne te propose pas un emploi. Je te demande si tu envisagerais de faire partie de notre famille. Pas en tant qu'employé, mais en tant que... En tant que quoi? Demanda Adeline, sa voix à peine un murmure. En tant que ce que nous pourrions devenir l'un pour l'autre, si nous nous donnions la chance d'explorer ces sentiments sans la complication d'une relation professionnelle. Adeline le regarda fixement, essayant de comprendre ce qu'il disait. « Vous me renvoyez pour pouvoir sortir avec moi ?» Nicolas rit, un son chaleureux et sincère. « Si tu le formules ainsi, cela semble ridicule. Mais, en substance, oui. Je ne peux pas, en toute bonne conscience, entamer une relation avec toi tant que tu es mon employé. Ce serait contraire à l'éthique, un abus de pouvoir. Donc, à la place, vous voulez que je sois sans emploi. Non, dit Nicolas, serrant sa main. Je veux que tu sois libre de faire un choix nous concernant sans que ton gagne-pain en dépende. J'ai parlé à une éminente spécialiste à Paris, la docteure Dubois. Elle a été incroyablement impressionnée par ton travail avec Louis et ton parcours en éducation. Elle a mentionné que le programme de musicothérapie recherche une assistante pédagogique avec une expérience en musique et en développement de l'enfant. Adeline cligna des yeux, surprise. « Vous m'avez décroché un entretien d'embauche ?»« J'ai simplement fait une mise en relation, » clarifia Nicolas. « La docteure Dubois voulait déjà te parler après t'avoir vu travailler avec Louis. Le poste commencerait après la fin de notre programme, si tu es intéressé. Et si j'acceptais ce poste, qu'est-ce qui se passe pour nous? Pour toi et Louis ?» Les yeux de Nicolas étaient sérieux. « Cela dépendrait de toi. Si tu voulais explorer ce qui se développe entre nous, je serais très heureux. Si tu préférais maintenir seulement une amitié, je le respecterais aussi. Dans tous les cas, tu ferais toujours partie de la vie de Louis, si c'est ce que tu souhaites. » Adeline se sentit submergée par les possibilités s'ouvrant soudain devant elle. C'est beaucoup à assimiler. « Je sais, » reconnut Nicolas. « Et je n'attends pas de réponse ce soir. Prends tout le temps dont tu as besoin pour y réfléchir. » Adeline étudia son visage, la sincérité de ses yeux, l'espoir teinté de nervosité dans son expression. Au cours des semaines où elle l'avait connu, elle l'avait vu se transformer, passant d'un homme réservé et accablé par le chagrin à quelqu'un qui apprenait à ouvrir son cœur à nouveau. Et elle aussi avait changé, redécouvrant sa confiance, sa passion pour aider les enfants. « Qu'est-ce que Louis en pense ?» demanda-t-elle. « Tu en as discuté avec lui ?» Nicolas sourit. « D'une certaine manière, il m'a demandé si je te aimais bien. » Ces mots. Apparemment, il t'a posé la même question. Adeline sentit ses joues s'échauffer. Il l'a fait. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que c'était compliqué, admit Adeline. Ce que c'est, ça n'a pas à l'être, dit Nicolas doucement. Pas si nous sommes honnêtes l'un envers l'autre, et avec Louis. Il avait raison, réalisa Adeline. La situation ne semblait compliquée que parce qu'ils avaient essayé d'ignorer leurs sentiments grandissants, de maintenir des limites professionnelles que leur cœur avait déjà franchies. « Je tiens à toi, Nicolas, dit-elle finalement, plus que je ne devrais compte tenu de notre arrangement actuel, et j'aime Louis comme si... » Elle hésita. « Comme s'il était le tien, » termina Nicolas. « Je l'ai vu dans ta manière d'être avec lui. C'est l'une des choses que j'admire le plus chez toi. » Adeline prit une profonde inspiration. « Si je devais envisager ce poste d'enseignante,
Si nous devions explorer ce qu'il y a entre nous, je ne voudrais pas que Louis soit confus, ni qu'il soit blessé si les choses ne fonctionnaient pas. Moi non plus, acquiesça Nicolas. C'est pourquoi nous irions doucement et serions honnêtes avec lui à chaque étape. Le bien-être de Louis passe avant tout pour nous deux. Cette priorité commune rassura Adeline plus que toute autre chose n'aurait pu le faire. Quoi qu'il arrive entre elle et Nicolas, ils étaient unis dans leur engagement envers le bonheur de Louis. « Je pense, dit-elle prudemment, que j'aimerais rencontrer la docteure Dubois à propos du poste d'enseignante, et je pense que j'aimerais voir où cela pourrait nous mener. Entre nous, le sourire qui se répandit sur le visage de Nicolas était comme le soleil perçant les nuages. Vraiment? Adeline ne put s'empêcher de sourire en retour. Vraiment. Pendant un instant, ils se contentèrent de se regarder, la possibilité de quelque chose de nouveau et de beau s'ouvrant entre eux. Puis, lentement, Nicolas se pencha en avant. Adeline le rencontra à mi-chemin, leurs lèvres se touchant dans un baiser doux et interrogateur au début, puis s'intensifiant avec la libération de semaines de désirs inexprimés. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Nicolas posa son front contre le sien. « J'ai voulu faire ça depuis la nuit où tu m'as dit que Louis avait parlé. »« Si longtemps ?» demanda Adeline, souriant. « Plus longtemps, pour être honnête, » admit Nicolas. « Mais c'est là que je l'ai finalement admis à moi-même. » Leur second baiser fut interrompu par une petite voix provenant du couloir. « Vous et Adeline, vous faites une soirée pyjama ?» Ils se séparèrent vivement pour trouver Louis debout dans son pyjama, nounours à la main, les regardant avec des yeux curieux. « Louis, » dit Nicolas, sa voix légèrement plus aiguë que d'habitude. « Pourquoi es-tu debout, mon grand ?»« J'ai fait un rêve à propos de maman, » dit Louis entrant dans la pièce. Elle jouait de la musique avec des anges. Nicolas tendit les bras et Louis grimpa sur ses genoux. C'était un bon rêve ou un rêve effrayant? Bon, dit Louis, mais je me suis réveillé et je voulais te le dire. Je suis content que tu l'aies fait, dit Nicolas, caressant les cheveux de son fils. Les rêves à propos de maman sont spéciaux. Louis regarda l'un puis l'autre, son expression pensive. Tu embrassais Adeline? Adeline sentit son visage rougir, mais Nicolas répondit calmement. Oui, j'ai embrassé Adeline. Est-ce que ça te va? Louis considéra cela sérieusement. Ça veut dire qu'Adeline est ta petite amie maintenant. Nicolas jeta un coup d'œil à Adeline, une question dans les yeux. Elle hocha légèrement la tête. Nous allons passer du temps ensemble et voir si c'est ce que nous voulons tous les deux, expliqua Nicolas. Est-ce que tu aimerais qu'Adeline fasse partie de notre famille? Elle fait déjà partie de notre famille, dit Louis avec la clarté simple d'un enfant. C'est ma Madame Musique. Adeline sentit des larmes lui monter aux yeux face à l'acceptation facile dans sa voix. Et tu es mon élève de musique préféré, dit-elle, touchant doucement sa joue. Louis bâilla, se penchant contre la poitrine de son père. Adeline peut m'aider à me border encore. Bien sûr, dit Nicolas se levant avec Louis dans ses bras. Allons-y tous les trois. Alors qu'ils retournaient ensemble à la chambre de Louis, Adeline ressentit un sentiment de justesse, d'appartenance. Ce n'était pas ce à quoi elle s'était attendue en prenant ce poste de gouvernante à Arcachon. C'était tellement plus. Les 3 semaines suivantes passèrent en un éclair de séances de thérapie, de sorties à la plage et de musique. Louis continuait à faire des progrès remarquables, sa parole devenant plus fluide, sa confiance grandissant. Nicolas et Adeline gérèrent les débuts de leur relation avec prudence, attentifs à la présence de Louis et à la transition qu'ils vivaient tous. Adeline rencontra la docteure Dubois à propos du poste d'enseignante et on lui proposa le travail sur le champ. Elle commencerait à l'automne, travaillant avec des enfants qui utilisaient la musicothérapie pour surmonter divers défis, y compris le mutisme sélectif. « J'ai l'impression que la boucle est bouclée », dit-elle à Nicolas alors qu'ils marchaient le long de la plage un soir, regardant Louis courir devant eux, poursuivant les mouettes. « Il y a un an, je pensais que ma carrière d'enseignante était terminée. Maintenant, je commence un nouveau chapitre qui combine tout ce que j'aime, la musique, l'enseignement et aider les enfants à trouver leur voie. » Nicolas prit sa main, leurs doigts s'entremêlant naturellement désormais. « Tu étais faite pour ce travail, tout comme tu étais destinée à entrer dans nos vies au moment où tu l'as fait. Tu y crois vraiment ?» demanda Adeline. « Que les choses arrivent pour une raison ?» Nicolas resta silencieux un instant, observant son fils. Avant, non. Après la mort d'Anne, je ne pouvais voir aucune raison, aucun but à ce qui s'était passé. Cela semblait juste cruel et aléatoire. Et maintenant, je pense que parfois, la beauté peut naître des endroits les plus sombres. Il serra sa main. La mort d'Anne a été la pire chose qui nous soit jamais arrivée. Mais sans cette perte, sans le silence de Louis, sans toute la douleur que nous avons traversée, tu ne serais pas là avec nous maintenant. Adeline posa sa tête contre son épaule alors qu'il marchait.
J'aurais aimé la connaître. Elle t'aurait aimé, dit Nicolas avec certitude. Vous êtes différentes à bien des égards, mais vous partagez le même esprit authentique, la même capacité à voir la personne que Louis est vraiment au-delà de ses difficultés. Devant eux, Louis avait cessé de chasser les oiseaux et construisait maintenant quelque chose dans le sable. Ils marchèrent vers lui, curieux. « Qu'est-ce que tu fabriques, mon grand ?» demanda Nicolas. Louis leva les yeux avec un sourire. « Un piano de sable. Regarde, ce sont les touches. » Il avait dessiné des lignes dans le sable humide, créant une forme de clavier. Nicolas s'agenouilla à côté de lui, faisant semblant de jouer du piano de sable, faisant rire Louis. « Joue quelque chose, papa. » Nicolas bougea ses doigts sur les touches de sable, fredonnant une mélodie. Louis le rejoignit, leurs voix se mêlant dans la simple mélodie. Puis Louis leva les yeux vers Adeline. « À ton tour, Madame Musique. » Adeline s'agenouilla de l'autre côté de Louis, ajoutant sa voix au leur. Alors qu'ils trois jouaient ensemble du piano de sable, chantant sous le soleil couchant, Adeline ressentit une plénitude qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. C'était ça la famille, pas parfaite, pas sans complications ni défis à venir, mais entière, connectée, en sécurité. Plus tard cette nuit-là, après que Louis se fut endormi, Nicolas et Adeline s'assirent sur le balcon, regardant les étoiles apparaître au-dessus de l'océan. « J'ai reçu un appel de ma mère aujourd'hui, » dit Nicolas. « Elle veut venir nous voir la semaine prochaine, avant que nous ne retournions à Arcachon. » « Comment a-t-elle réagi à la nouvelle nous concernant ?» demanda Adeline. Ils avaient parlé à Éléonore de l'évolution de leur relation une semaine plus tôt. Nicolas sourit. Elle a dit, et je cite, « Il était temps que tu réalises ce qui était juste sous ton nez. » Adeline rit. Elle savait avant nous, n'est-ce pas? Apparemment oui. Elle a aussi dit qu'elle avait hâte d'avoir une autre musicienne dans la famille. Je crois qu'elle planifie déjà des récitals de fin d'année avec toi et Louis. La mention désinvolte de futures fêtes ensemble fit enfler le cœur d'Adeline. « J'aimerais beaucoup. » Nicolas se tourna vers elle, prenant ses deux mains dans les siennes. « Je sais que nous avons convenu d'y aller doucement, et je pense toujours que c'est sage. Mais je veux que tu saches, je suis là pour le long terme, Adeline. Ce que je ressens pour toi n'est pas passager ou occasionnel. »« Je ressens la même chose, » dit Adeline doucement. « J'aime Louis, et je suis en train de tomber amoureuse de toi, Nicolas. » Les mots, prononcés à voix haute pour la première fois, planèrent dans l'air entre eux. Les yeux de Nicolas s'assombrirent d'émotion. « Je suis aussi en train de tomber amoureux de toi, dit-il, la voix rauque, et cela ne m'effraie pas comme je l'aurais cru. Aimer à nouveau, après Anne, je pensais que cela ressemblerait à une trahison, mais non. Cela ressemble à une guérison. » Adeline se pencha en avant, l'embrassant tendrement. « Nous continuerons à guérir ensemble, tous les trois. » De l'intérieur de l'appartement, ils entendirent un son, la voix de Louis, l'appelant depuis sa chambre. Ils se levèrent ensemble, allant voir ce qu'il en était. Louis était assis dans son lit, se frottant les yeux. « J'ai entendu de la musique, » dit-il d'une voix ensommeillée. « Dans ton rêve ?» demanda Nicolas, s'asseyant sur le bord du lit. Louis hocha la tête. « Maman chantait. Et tu jouais du piano. Et Adeline était là aussi. » Adeline s'assit de l'autre côté. « Ça a l'air d'un beau rêve. » « C'était le cas, » dit Louis, se recouchant contre ses oreillers. « Maman a dit qu'elle était contente que nous ne soyons plus tristes. » Nicolas et Adeline échangèrent un regard par-dessus la tête de Louis, tous deux émus par le rêve de l'enfant. « Je pense qu'elle en serait heureuse, » acquiesça Nicolas, la voix empreinte d'émotion. Alors qu'il bordait un Louis à nouveau, ses yeux s'alourdissant déjà de sommeil, il murmura « Je t'aime, papa. Je t'aime, Adeline. »« Nous t'aimons aussi, Louis, » répondirent-ils à l'unisson. Main dans la main, ils sortirent à pas de loup de la pièce, laissant la porte légèrement entr'ouverte. Dans le couloir, Nicolas serra Adeline contre lui, la tenant contre sa poitrine. « Merci, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, levant les yeux vers lui. « Pour tout, pour avoir aidé Louis à retrouver sa voix, pour m'avoir aidé à me souvenir comment écouter, pour avoir ramené la musique dans nos vies. » Adeline sourit, touchant doucement son visage. « Tu as fait la même chose pour moi. Tu m'as aidé à retrouver ma raison d'être, ma confiance. Tu m'as rappelé qui je suis. » Alors qu'ils se tenaient là, dans le couloir silencieux, le son de la respiration paisible de Louis à peine audible depuis sa chambre, Adeline sut qu'ils avaient tous été transformés par le temps passé ensemble. Ce qui avait commencé comme un moment qui avait brisé le silence était devenu tellement plus, un nouveau départ, une seconde chance, une famille reconstruite des fragments de la perte et trouvée dans le pouvoir guérisseur de l'amour. « Quoi qu'il arrive, » dit Nicolas doucement, « nous l'affronterons ensemble, ensemble, » acquiesça Adeline, scellant la promesse d'un baiser. Dehors, les vagues continuaient leur rythme éternel contre le rivage,
Une musique naturelle qui parlait de fin et de commencement, de perte et de renouveau, de silence brisé et de cœur réparé par le courage d'aimer à nouveau. Fin.